Alors les amis, on va commencer un autre magnifique Mawa. Le nom de ce Mawa C'est est ton truc. Station Mekong, Séoul, capitale de la Corée du Sud, année 2021. Nous avons une belle journée, très belle. Nous voyons 5 étudiants dans une ruelle, mais plus précisément, c'est 4 contre 1. Et on voit un garçon studieux avec son carnet, parlant au costaud de sa classe pour lui dire de se dépêcher. Car il ne veut pas être en retard pour ses Avec cours. un air de supériorité, il ne regarde même pas en face le costaud. Déjà bien agacé par ce type, le nerveux lui dit « Alors quoi? C'est Do-Jae-Mim. » Do-Jae-Mim, c'est le nom du gars qui tient le carnet, et nous allons l'appeler Jae-Mim. Jae-Mim. Il dit au costaud que si ce dernier n'a rien à dire, il s'en va. Tous les amis du costaud commencent à se moquer de lui, disant que le costaud, Tupetim, a été complètement ignoré. Après avoir été tellement taquiné par ses amis, il est très en colère et crie après Jae-Mim, l'appelant crapule, lui ordonnant de s'arrêter tout de suite. En insultant Jae-Mim, il prépare un coup de poing et court pour le frapper par derrière. Jae-Mim, avec un air de héros, ferme son carnet sans regarder derrière et file un grand coup de pied à la tête de Tupetim, ce qui le déséquilibre et le fait tomber, tel un camion qui l'aurait percuté. Tupetim est à terre, luttant pour ne pas perdre connaissance. Le coup va-t-il le mettre KO ou pas? Moi, j'aurais été sonné. Jae-Mim, en héros, regarde de haut Tupetim. Mais Tupetim est un dur à cuire et ne lâche rien. Il se relève déjà en insultant Jae-Mim. Jae-Mim, avec assurance, sait qu'il remportera le duel avec Tupetim. Jae-Mim. Jae-Mim dit qu'il se moque que Tupetim veuille jouer les costauds, tant qu'il ne l'embête pas lui. Et Jae-Mim ajoute un avertissement, disant que sa vie est déjà assez difficile sans la présence du costaud. Le costaud, encore à terre, regarde Jae-Mim en face et lui dit d'arrêter de faire semblant d'être fort, en disant que désormais, il est mort. Et Jae-Mim, avec la main sur la hanche, le regarde et dit « Sérieux ?» Sauf que Jae-Mim est très intelligent, comme vous le voyez, et il a oublié qu'il y avait d'autres gens impliqués dans le combat. Et ça va. Il prend un coup si fort dans la nuque qu'on dirait que son âme va quitter son corps. Et le type, avec une batte de baseball, se moque de la tête de Jae-Mim. Et il demande à Jae-Mim s'il pensait qu'ils étaient là juste pour décorer. Jae-Mim, après ça, commence à transpirer des gouttes de ketchup. Ou bien du ketchup sort par son nez. À ce moment-là, le dur à cuire commence à sourire, car Jae-Mim est à ses pieds, et il demande si le coup qu'a reçu Jae-Mim lui a fait mal. Le dur à cuire dit qu'il parie que ça a fait très mal, et il ajoute que Jae-Mim s'est pris une raclée parce qu'il la ramène tout le temps à l'école, et qu'à partir de maintenant, il va lui montrer où est sa place à l'école. Jae-Mim. Très bien. Jae-Mim en colère lui dit des paroles incohérentes. Regardez la tête de Jae-Mim et lui demande « Tu veux vraiment continuer à te faire tabasser, espèce de censuré ?» Tupetinho, avec un sourire, dit qu'il veut voir combien de temps Jae-Mim va tenir le coup. Puis il ordonne à ses copains de finir avec Jae-Mim. Honnêtement, je ne sais pas comment les amis de Tupetinho vont liquider Jae-Mim, car ils n'ont pas Dieu, ou bien ils ont voulu économiser sur la peinture. Et il commence à y avoir une belle séance de passage à tabac. Soudain, Tupetinho voit une lumière devant lui, mais pense qu'il hallucine. Quand soudain, plusieurs sphères brillantes commencent à apparaître près de Tupetinho, et il se demande ce que c'est. Tupetinho regarde en bas. Il revient sur ses pas et voit que d'autres sphères blanches apparaissent. Pendant ce temps, la séance de massage gratuit continue. Les massagistes ne remarquent pas ce qui se passe. Cependant, Tupetinho voit qu'il y a un problème, car il y a trop de lumière brillante, et elle brille juste devant lui. Il pointe les doigts de Tupetinho et met sa main devant son visage pour ne pas regarder cette lumière. Soudain, ils arrêtent, car l'un a vu quelque chose scintiller, un autre n'a rien vu, et un troisième demande à Tupetinho ce que c'était. Tupetinho répond, disant qu'il ne sait rien. La seule chose qu'il a vue, c'était un flash, et ça l'a beaucoup effrayé. Tupetinho continue avec un regard féroce, mais il pense qu'il est toujours OK et veut continuer la séance de massage. En marchant doucement sur la tête de Jae-Mim, il lui dit de rester au sol, et c'est seulement après cela que Tupetinho affiche un visage heureux. Soudain, un gars apparaît à côté de Tupetinho, disant qu'il ne sait rien. Disant, mec, 20 ans ont passé, et ici rien n'a changé, Tupetinho est très surpris par un gars qui est apparu de nulle part à côté de lui. Et le gars commence à examiner Tupetinho, disant que les uniformes n'ont pas changé. Tupetinho ne comprend rien, demande « Qui es-tu » Censuré. Et le gars ne comprend rien, demande « Censuré. » Oh que ça, comment ça se fait? Et le gars qui est apparu de nulle part continue de parler. C'est comme ça que les petits morveux, comme vous, parlent à vos vétérans. Et Jae-Mim commence à regarder toute cette scène sans comprendre ce qui se passe. Le gars qui est venu de nulle part est déjà moins en colère et dit comme ça, qu'ils ont juste eu un moment d'égarement. Donc il va pardonner ce qu'ils viennent de dire. Mais Tupetinho dit au gars qui est apparu de nulle part. Et qui s'en fiche que tu sois notre vétéran. Tupetinho, essayant d'intimider le gars, lui dit de s'occuper de ses affaires et de continuer à marcher, et il ne comprend pas pourquoi un vaurien se mêle de ça. Et Tupetinho demande au gars qui est apparu de nulle part s'il veut se faire taper par des bleus. Tupetinho dit au gars qui est venu de nulle part de dégager, sinon il lui montrera quelle est sa place. Soudain, le gars qui est apparu de nulle part demande si tous les jeunes d'aujourd'hui sont aussi impolis que lui, et il dit
qu'ils ne devraient pas parler ainsi à leurs vétérans. Tupetinho dit tout de suite qu'il dit n'importe quoi et lui ordonne de se casser avant qu'il ne le détruise et lui donne un coup de poing sur le torse. Mais, le coup de poing n'a rien fait et sa main est restée sur son torse. Et cela rend le gars, qui est apparu de nulle part, très en colère. Et il attrape le bras de Tupetinho et lui dit que s'il continue à être un idiot, il va lui casser le bras. Tupetinho se dégage des mains du gars, du prota, et lui demande s'il a perdu la tête. Le gars qui est apparu de nulle part est le prota. Et Jamino Punching Ball n'est pas le prota. Et avec beaucoup de brutalité, Tupetinho attaque le prota en disant qu'il va le tabasser. Et on voit un bond direct au visage du prota, sauf que le prota est très fort et très bon en combat et esquive sans aucune difficulté. Tupetinho ne comprend pas comment il a salement raté son coup. Et le prota dit à Tupetinho qu'il aurait dû s'arrêter tant qu'il était gentil et affirme qu'il devrait traiter son vétéran comme un dieu. Tupetinho regarde ça et dit qu'il pense que c'est le genre à n'apprendre que par la force. Alors le prota fait un geste de la main et commence à parler une langue que les autres ne comprennent pas. Ici, avec les esprits du mal, reforme cette forme décadente. Oh, assez de bavardage. Mettez les mains sur la tête. Mais non, et tout le monde regarde ce fou de prota lever les mains et faire des gestes bizarres avec les doigts. Et prota continue. Il claque des doigts par ici et par là. Rien ne se passe. Et tout le monde se demande ce que ce fou est en train de faire. Prota, qui n'a pas encore dit son nom, regarde sa main et dit que le sortilège ne fonctionne pas. Petinho arrive et s'exclame. Ah, vraiment, ça n'a pas marché? Pourquoi tout est si ridicule de nos jours, hein? Et il continue à dire à Prota de ne pas faire comme s'il était quelqu'un d'important dans cette vie, puisqu'il n'est qu'un Sensword. Et Prota est là. Il claque des doigts d'ici, claque des doigts là. Le vide est total. Et bien sûr, tout le monde pensait déjà qu'il était un retardé, un grand retardé. Et Prota fait son dernier, il regarde autour, voit que la magie ne sert à rien et que ses gars le traitent de retardé. Alors, Prota dit qu'il n'a pas le choix, puisque sa magie ne fonctionne pas, il va y aller millimètre par millimètre et prépare un pichenette suprême. Et Petinho se demande ce que ce fou est en train de faire. Quand soudain, il reçoit une pichenette suprême et s'envole comme une crotte. Alors Petinho vole sur plusieurs mètres et s'écrase violemment à l'opposé. Et moi, qui ne sert à rien, reste bouche bée, tout comme les figurants. Tupetinho est parti dormir, et Prota, avec son doigt fumant, dit « La M de l'air pesait tuat à Novigrad ». Oups, je pense que cette phrase vient d'un autre jeu auquel j'ai joué, et avec un sourire, il prépare la nouvelle pichenette suprême et demande qui sera le prochain. Jaininho tremble de ce qu'il vient de voir, et il nous est rapidement montré que la pichenette suprême a tout englouti. Et bien voilà. Tous les autres trois figurants étaient déjà à terre, et notre ami Tupetinho continuait à ronfler. Il était temps de partir. Et Jaininho est très surpris par la force du Prota, car il a mis tous les quatre au tapis avec un seul doigt. Et Prota est tout sourire, car il a donné une leçon à ces idiots. Et Jaininho est vraiment surpris. Jaininho, qui n'avait jamais vu un gars aussi dingue, se demande qui est ce cinglé, mais humblement, Jaininho remercie pour l'aide, et notre Prota dit que ce n'est rien, mais il commence à regarder Jaininho, et Jaininho, comme tout bon punching ball, dit que ça va, sa tête est bien résistante, et Prota dit qu'il ne parle pas de sa tête, il veut savoir quelle est la date aujourd'hui. Et Jaininho est surpris par la question, et Prota demande à nouveau quelle est la date d'aujourd'hui. Et Jaininho répond que nous sommes le 10 septembre. Et Prota demande à nouveau de quelle année, 2021 bien sûr. En entendant cette réponse, le protagoniste est très étonné, et il dit à Jaininho qu'il a été invoqué en 2016. Donc cela devrait être autour de 2036, étant donné qu'il a patienté 20 ans. Et Prota, ne sachant pas ce qui allait se passer, fait les comptes, car seulement 5 ans se sont écoulés ici, sur Terre, alors qu'il a vécu 20 ans sur la planète d'Alfheim. Prota dit que c'est mieux ainsi, et Jaininho ne comprend pas pourquoi il a dit ces choses-là. Prota fait ses adieux à Jaininho, en disant « Parlez, je suis parti, c'est nous, salut », et donne un conseil à Jaininho, en lui disant de ne plus se laisser frapper dorénavant. Et Jaininho, voyant Prota s'éloigner, se demande qui diable est-il, et Prota est là. Donc, Jaininho, voyant ça, lui demande ce qu'il fait maintenant. Je suis vraiment bon à cet effet spécial de claquer les doigts, n'est-ce pas? Je suis doué. J'ai claque des doigts comme personne. Je suis pratiquement le maître du claquement de doigts. C'est quoi cette fête, vieux? Et le Prota, en plus de claquer des doigts, se met à dire « téléportation, téléportation », mais ne se téléporte pas. Jaininho, en voyant cela, pense que Prota est plus fou qu'un élève qui redouble. Puis soudain, Prota arrête de claquer des doigts et regarde Jaininho. Jaininho frissonne immédiatement. Il se demande pourquoi Prota revient. Ce type est vraiment bizarre. Il s'approche de moi encore une fois. En s'approchant de Jaininho, Prota le regarde et dit, le Prota lui demande comment il s'appelle, et il se présente. Je suis de Jaininho, mais ici dans l'histoire, vous m'appelez Jaininho.
Alors continuez à m'appeler Jainigno. Alors Prota dit, oh Jainigno, puisque je t'ai sauvé, tu pourrais me prêter de l'argent. Et Jainigno n'en croit pas ses oreilles. Le Prota étrangement dit qu'il semble être revenu trop tôt et qu'il ne peut matérialiser aucune magie à cet endroit. Et Jainigno, il pense que ça s'est mal passé car il vient de se lier avec un gars vraiment étrange. Ensuite, Prota commence à raconter son histoire. Il explique qu'il était dans un monde très différent du leur et qu'il vient d'être téléporté sur Terre, et qu'il est revenu sur Terre pour des raisons personnelles. Prota continue d'expliquer qu'il semble y avoir eu un problème avec le système de manipulation du mana pendant le processus de retour sur Terre, et il est d'accord. Et il conclut que si le processus s'était bien déroulé, il aurait été téléporté devant chez lui. Ainsi, Prota explique qu'il ne peut pas lancer de sortilège à cet Abonnez-vous à endroit. la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Cette histoire, si tu as peur de mourir. C'est ce que Jaimino pensait intérieurement. Bien sûr, il ne pouvait pas dire ça. Jaimino, en étant malin, assure. Il demande combien Prota a besoin, et Prota dit qu'il a besoin de 2000 ans. Jaimino a été naïf, il n'avait qu'un billet de 5000, et Prota a pris son billet de 5000, et il a même pris le numéro de téléphone de Jaimino. Et Prota pense, eh bien comme Jaimino est sympa, assure qu'il va rembourser ce qu'il doit, car il a même pris le numéro de téléphone pour rendre l'argent au protagoniste. Il regarde son reflet à l'oreille et s'aperçoit que seulement 5 ans ont passé ici sur Terre, et pense que c'est une bonne chose, parce que sa famille va sûrement le reconnaître en faisant ses calculs de roi des maths. Il réalise qu'il a 24 ans, mais que ses parents doivent avoir environ 50 ans, et que sa petite sœur doit avoir environ 7 ans maintenant. La scène change pour une station de métro. Allons nous en approcher. Prota voit beaucoup de militaires et se demande s'il y a eu un accident dans la station de métro. Ne trouvant pas de réponse, Prota voit 2 étudiantes passer et décide de leur poser des questions. Il demande ce que font les soldats devant la station de métro, s'il s'est passé quelque chose Les là-bas. filles, sans La comprendre, question se regardent étonnées et, riant de Prota, elles répondent que c'est normal que les soldats protègent l'entrée du donjon et demandent si Prota est resté dans le coma tout ce temps. C'est là que Prota, un peu perdu, ne comprend rien et se demande de quoi elle parle. Prota, ne pouvant pas prendre le métro, envisage d'appeler un taxi. Cependant, en marchant un peu plus loin, il voit une autre station de métro, où il n'y a pas de soldats devant. Il décide de descendre dans cette station de métro avec ses bottines très stylées de femme. Et je pense que ces bottines sont pour femmes, d'accord? Il découvre que la station de métro est fermée avec un cadenas. Et il ne comprend pas ce qui se passe, car il fait jour, la station devrait être ouverte. Cela rend Prota encore plus méfiant, car il pense qu'il y a eu un accident dans la station de métro. Cependant, par coïncidence du scénario, ou grâce au pouvoir du protagoniste, la clé de l'entrée du métro est juste là, à côté. Évidemment, Prota ne va pas laisser passer cette chance puisque la clé est apparue juste à côté de lui, ou quelqu'un est parti en courant aux toilettes et a laissé la clé là. Bottines stylées, et on entre dans la station de métro. Prota remarque que le métro est complètement vide. Il n'y a personne qui travaille dans le métro, et il dit qu'il semble que la station soit complètement fermée. Prota pense qu'il n'aurait pas dû entrer et essaie de sortir de la station de métro. Il reçoit une alerte indiquant qu'il est entré dans un donjon à la sortie de la station 1, et je ne sais pas comment prononcer ce nom. Soudain, Prota ouvre grand les yeux car un panneau système apparaît devant lui de nulle part. Encore curieux, Prota se demande ce que cela peut être. Il se souvient des filles quand elles ont dit que c'est normal que les soldats soient à l'entrée du donjon pour le protéger. Il réalise alors qu'il est entré dans un donjon. Et Prota reçoit une autre annonce du système lui disant que ce donjon a déjà été terminé. Alors, des monstres de base vont être invoqués. Et il se demande pourquoi il y a des monstres dans le métro. Qu'est-ce qui est arrivé à la Terre ces 5 dernières années, hein? Alors, le Prota essaie de revenir, mais le donjon est déjà bloqué. Il n'y a que 2 moyens de sortir du donjon. Une pierre spéciale de sortie de donjon et la pierre de retour qui est à la fin. Après avoir touché à la porte, le Prota reçoit un message du système disant qu'il ne possède la pierre aucune de jambe. retour est donc la preuve que le Prota a commis une grosse erreur, et il sait que s'il veut partir, il devra nettoyer tout le donjon pour trouver la pierre de retour. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autre choix, le Prota entre dans le donjon. Le Prota regarde à l'intérieur du donjon, et on y va. Il regarde dans l'obscurité, et pense que c'est juste son imagination, mais il semble que les monstres vont surgir de nulle part, et que des griffes commencent à venir dans sa direction. Soudain, un monstre apparaît. Un chien de loup, une créature très féroce, fonce sur le Prota, et par pur instinct, il esquive, tandis que le loup aux grandes oreilles continue à grogner vers le Prota. Le protagoniste essaye d'utiliser sa magie de rétention, mais ça échoue, et le chien aux longues oreilles en profite. Le protagoniste semble ne pas avoir appris sa leçon. Même sans magie, il essaie de conjurer un autre sort, et il tente encore. Il esquive encore. Quand le Prota se retrouve face au chien aux grandes oreilles, il décide de mieux examiner la bête. Et il est choqué en réalisant, en regardant plus près, qu'il reconnaît le chien aux grandes oreilles comme le Drebi.
Le Drebbit, plein de fureur, saute sur le Prota une troisième fois. Pendant ce temps, le Prota réfléchit à pourquoi une créature qui devrait être à Alfren est ici sur Terre. Tout à coup, le Prota regarde de côté et dit « Et miraculeusement, il y a là un pied de biche, tout neuf, juste pour le Prota. » Évitant une fois de plus l'attaque du Drebbit, le Prota prend son pied de biche. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. Le Prota a un pied de biche contre un chien aux grandes oreilles. Le protagoniste n'a qu'une idée en tête, tuer ce maudit chien aux grandes oreilles, et la Wow, devenu fou de soif de sang, saute sur le protagoniste. Mais cette fois, le Prota est armé, et avec son pied de biche, il transperce le crâne du Drebbit. Fatalité. Scorpion gagne. Victoire fleur. Avec un air satisfait éclaboussé de sang, le Prota dit qu'il ne peut pas matérialiser de magie, mais qu'un Dreadnought, ce n'est rien pour lui. Mais ce n'est pas fini. De l'ombre, de nouvelles pattes émergent et le Prota se tourne rapidement vers ce qui arrive et se prépare au combat. Sauf que cette fois, ce ne sont pas des Dreadnoughts, mais 4 d'entre eux. Mais pour le Prota, c'est juste un jeu, car ces Dreadnoughts ne sont rien comparés à lui. Le Prota sait que tant que ce ne sont que des Dreadnoughts, il peut s'en occuper très facilement. Mais si notre plus fort se monte, là ça pourrait changer un peu. Après avoir tué le dernier des 4 Dreadnoughts, le Prota a monté de niveau, et il est très surpris par cette nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas. Cependant, c'était attendu, car il est passé du niveau 99 au niveau 1. Et maintenant, on voit l'écran de statut du Prota, et le Prota réalise qu'il est revenu au niveau 1, mais sa force, sa dextérité, sa vitalité, son intelligence, tout reste comme avant. Ses attributs de base n'ont pas été réinitialisés et le Prota a accumulé 99 points de contribution qu'il n'a pas encore utilisés. C'est-à-dire, c'est comme ces jeux où vous recommencez et devenez plus fort pour monter à nouveau. Et sûrement, le Prota deviendra beaucoup plus puissant qu'il ne l'était avant. Et maintenant, comme débutant, le Prota sait qu'il a devant lui un long chemin à parcourir. Et il se rend compte que sa compétence de nécromancien a été transférée, donc il a amené sa compétence de nécromancien dans ce nouveau monde. C'est une évolution. Il est arrivé au niveau 0, a tué 5 petits chiens et est déjà au niveau 1. Alors qu'il va en profiter pour monter en niveau, puisque ces choses du monde alpha avancent à cause de lui. Je regarde son écran de statut, essayant de deviner ce que signifie se transférer devant sa classe de nécromancien. Mais je vous ai déjà dit ce que c'est. Il a amené sa classe de nécromancien du monde alpha, sauf qu'il s'est passé quelque chose d'encore plus fou. En échange de passer du niveau 99 au niveau 1, des points de statut et de compétences ont été créés. Le Prota a reçu un kit de hack complet. Il a reçu des compétences transférées, une boîte de combinaison d'invocation, et pour finir, il a reçu des magasins de conquête. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allons voir de quoi il s'agit. On voit la boîte d'illumination, qui ressemble beaucoup à cette combinaison dans Minecraft. Ensuite, le Prota ouvre le magasin de conquête, et voit qu'il a 5 points de conquête. Ce magasin n'existait pas pour lui dans Alpha, et il voit que c'est un magasin en ligne, et c'est super génial. Le protagoniste commence à découvrir, et décide quelles sont ses priorités. Il sait qu'il doit acquérir des compétences, c'est sa plus grande priorité. Prota sait que s'il veut trouver la pierre de retour, il a besoin de la compétence recherchée. Et pour affronter les monstres, il a besoin de la compétence détecter, c'est-à-dire invoquer un guerrier squelette. C'est déjà suffisant. Chaque compétence coûte 10 points, et il n'a que 5 points de conquête. Ainsi, chaque créature qu'il tue donne un point de conquête. La méthode, donc, c'est d'utiliser la griffe sur quiconque se trouve devant lui et accumuler des points pour acheter ses premières compétences. Mais d'abord, le Prota décide de distribuer les points qu'il a. Comme il a 99 points, allons les distribuer. Le Prota choisit de distribuer ses points dans les stades de survie de base parce qu'il n'a pas encore de classe. Donc, tous les 99 points ont été distribués. Et maintenant, il ne lui reste plus 0 points. Et aussitôt, il ressent le changement drastique dans son corps et le Prota est impressionné par la force qu'il a maintenant et fait plusieurs tranches dans l'air. Donc, ce pied de biche va être très utile. Le Prota est impatient de détruire des monstres avec son pied de biche. Le protagoniste, c'est le Prota. Le protagoniste a un objectif clair, tuer les monstres pour gagner des points de contre-performance, qui a pour première compétence à choisir la compétence recherche, car avec elle, il peut trouver la pierre de retour. Allons donc commencer à tuer des Drebs pour pouvoir acheter la compétence, avec sa botte élégante, modèle féminin. Le Prota fonce sur les Drebs, mais les Drebs sont aussi très impatients et foncent sur le Prota. Et bien sûr que le Prota va remercier l'ami Drebs d'être venu volontairement à sa mort. En finissant son dernier Drebs, le Prota se sent un peu fatigué, en passant maintenant au niveau 3. Le Prota pense que ces monstres ne vont pas arrêter d'apparaître. Cependant, il est à l'aise en les tuant tous, juste un peu fatigué. Plus de 20 Drebs ont disparu, alors il achète les compétences recherche et détection et commence à les utiliser immédiatement pour tenter de trouver la pierre de retour. Le Prota est déçu, car il n'y a pas de pierre de retour à proximité. Le Prota sait que le seul endroit restant est le sous-sol du métro. En regardant en bas des escaliers, il voit plusieurs petits chiens aux oreilles pointues, et il sait qu'il doit descendre là s'il veut trouver la pierre de retour. Donc, le Prota sait qu'il ne peut pas les affronter seul directement, car ils sont nombreux.
Alors, avec une expression glissante, notre nécromancien décide de montrer quel est son véritable style. Et il achète le livre de compétences Invoquer soldat squelette. Le prota peut commander jusqu'à 9 soldats. Pour invoquer un soldat squelettique, il a besoin d'un corps. Donc, il va avoir besoin d'un corps. Alors, chaque corps de Dravid peut devenir un soldat squelette. Et maintenant, le dessinateur a oublié qu'il avait mis 10 points en mana et 9 en contrôle, et décide de mettre 5 dans chacun. Après cela, le Dravid va faire ce qui suit. Le prota regarde les corps des Dravides morts et utilise la phrase fétiche de tout invocateur, « Levez-vous ». Rien de tel qu'un nécromancien sans nécromancien. Alors le prota commence à sourire, car il sait que maintenant, ce ne sera pas seulement lui, ce sera lui plus 5. Alors, allons à la première chasse. Après tout ce temps, le prota ordonne aux squelettes d'avancer, et il suit, utilisant ses squelettes comme bouclier. Et le Dravid tombe parfaitement dans le piège du prota, et saute sur le premier squelette pour le détruire. Cependant, les squelettes sont de niveau 1, et ont du mal à combattre les Dravids. Le prota observe comment les Dravids détruisent facilement ses squelettes. Cependant, il a juste besoin que ces squelettes servent de bouclier pour lui, car le reste il le fera. Le prota réussit. Le protagoniste a déjà affronté plusieurs fois ces Dravids, et sait que leur première attaque est la plus mortelle. Alors, après cette attaque initiale, le prota profite de l'ouverture pour facilement en tuer 2 d'un coup. Ensuite, il utilise ses 2 corps pour lui-même. Il invoque alors 2 nouveaux squelettes. Il en a donc 6 maintenant, dont un manchot. Ah là-bas, le manchot est à l'arrière. Comme les petits chiens ne réfléchissent pas, ils se jettent sur les squelettes. Ensuite, le prota utilise sa stratégie bien connue. Il se sert de ses squelettes pour bloquer la première attaque des Dravids. Puis il les tue tous et invoque à nouveau plus de squelettes. Il ne peut pas perdre, car c'est vraiment un gros avantage. Il y a déjà 9 squelettes. Maintenant qu'il a tué tous les Dravids, il utilise sa compétence pour chercher la peau du retour. Et il la trouve tout près de lui. La scène change et montre la sortie de cette donjon, et on voit un type revenir des toilettes. C'est le gardien qui a oublié la clé que le prota a récupérée. Rien de tel qu'une bonne pause d'une demi-heure. Le figurant constipé observe que le cadenas de la porte du donjon est ouvert et il panique, se demandant ce qui s'est passé. Il en conclut que personne ne l'a vu entrer dans le donjon. Et le constipé sait que ça va mal finir pour lui, car il a manqué à son devoir. Il est parti de devant la porte du donjon. Le constipé commence à appeler ses supérieurs pour demander de l'aide. Surgit, Soudainement, le portail de retour du donjon commence à s'ouvrir et le constipé est effrayé par le protagoniste qui sort du portail. Ne sachant pas ce qui se passe, le protagoniste commence à marcher vers le constipé et le constipé lui demande s'il est un éveillé. Le prota dit qu'il ne sait pas ce qu'est un éveillé, donne son nom au constipé, ouvre la porte et part. La scène change pour une ruelle à la sortie d'un autre donjon et on voit une personne, un sac plein de pierres de sang. Et il dit que la récolte d'aujourd'hui a été très bonne, car il est entré clandestinement dans un donjon. Cet aventurier sait qu'il devrait d'abord s'inscrire pour entrer dans un donjon, parce que les guildes qui possèdent les donjons facturent des taxes très élevées. Donc, il se croit très malin, car il pénètre dans le donjon qu'il veut, sans s'inscrire, et ensuite il vend les pierres de sang au marché noir. Et ces pierres de sang que le constipé valent 4 fois plus sur le marché noir. Et cet aventurier, qui ne veut pas donner son nom, dit qu'il n'y a que les idiots qui vendent les pierres sur le marché normal. Soudain, il entend une voix l'appeler un rat de Sensord. Quelqu'un lui demande combien il a volé en faisant ça. C'est une femme qui lui parle, mais elle est partiellement dans l'ombre et il ne peut pas la voir. Il demande qui elle est et une magnifique femme apparaît, demandant « Tu veux savoir qui ?» C'est une magnifique rousse qui dit être la faucheuse venue l'emmener à la mort. Waouh, quel beau dessin, hein? Et, petit joyau, détourne les yeux. Cette femme est la capitaine de l'équipe Oiseau Écarlate, compris? Je vais l'appeler Yvonne, ce sera plus simple. J'espère me souvenir de ce nom, Yvonne. Yvonne, belle et délicieuse, demande à l'aventurier comment il ose voler des pierres à sa guilde. Et elle lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir mourir. Voilà l'aventurier. L'aventurier reconnaît Yvonne et dit qu'il sait qu'elle fait partie de la guilde Varang. Intéressant, dans l'œuvre précédente, il y avait aussi Varang. Maintenant, il y a une guilde Varang. Le petit voleur connaît Yvonne et sait qu'elle est une mégère qui adore tuer. Yvonne dit au voleur que puisqu'il la connaît, il ferait mieux de venir sans résistance, et calmement, style. Mais le voleur qu'il est aime toujours courir, non? Alors il prépare un sort pour l'envoyer sur Yvonne, et après avoir lancé son sort vers elle, il dit qu'il n'est pas idiot d'aller sans combattre, et lance plusieurs pieux de glace dans sa direction. Yvonne ne perd rien de sa beauté, et parvient à esquiver très facilement. Le gars, qui est très en colère, est déjà au coin de la rue, en train de courir. Mais Yvonne est un monstre de femme avec une hyper vitesse. Et elle dit au petit voleur que s'il veut mourir, alors qu'il meurt. Et elle le découpe avec son épée, le taillant en pièces, et Yvonne dit au mourant qu'il aurait dû venir calmement quand elle lui a demandé. Alors, elle récupère le butin, le téléphone portable de la belle Yvonne sonne, et quelqu'un veut savoir si la guilde a autorisé quelqu'un à entrer sans s'enregistrer, et on lui dit que non. Le mourant demande une confirmation personnelle, tandis que notre héros est à l'arrêt de bus, réfléchissant au numéro de bus qu'il doit prendre pour rentrer chez lui.
Yvonne pense aussi à lui, se demandant qui était le rat qui a osé envahir le donjon de sa guilde. La scène change. Et nous voyons le héros arriver en bus, là où serait sa maison, toujours avec ses petites bottines chic pour femme, il marche flou vers chez lui. Sur le chemin, il pense que donjon ou non, monstre ou non, ce n'est pas le monde qu'il connaissait il y a 5 ans. Que diable s'est-il passé dans le monde ces 5 dernières années où je n'étais pas là, et ainsi passe le héros. Le héros marche vers chez lui, et espère que rien de mal ne soit arrivé à sa famille. Lorsqu'il arrive devant chez lui, il est très surpris, car il sait qu'il ne s'est pas trompé d'endroit. Mais où est sa maison? Il reste là, désespéré et affamé. Lorsqu'il atteint un immense immeuble, en 5 ans, beaucoup de choses ont changé. Et il est surpris, car ils ont construit un très grand immeuble en 5 ans, là où se trouvait sa maison. Et il se demande si sa famille est ailleurs, ou ici. L'après-midi tombait déjà, et il était trop fatigué pour essayer de retrouver sa famille, ce jour-là. Soudain, son estomac gronde, et il se rend compte que son estomac n'avait rien mangé. Et il a mangé des nouilles instantanées toute la journée et n'a rien mangé d'autre. Alors, il est allé dans un fast-food appelé Nice to Go, et a mangé ses nouilles. Ça donne envie de manger des nouilles chaudes maintenant, hein? Il dévore ses nouilles avec plaisir, car cela faisait 20 ans qu'il n'en avait pas mangé, ou quelque chose qui lui rappelle la terre. Et après qu'il ait mangé ses nouilles, tout ce qu'il mangeait, c'était des nouilles. Et il a bu un Coca-Cola, là il est sûr qu'il est de retour sur terre. Plata réalise qu'il est presque à court d'argent, et dit qu'il ne veut pas aller au sauna, et qu'il n'a pas assez d'argent pour un cybercafé. Alors, il regarde le plateau du repas, et il se rend compte qu'il va devoir camper dans le métro, sauf qu'il se souvient soudain qu'il ne pourra même pas camper dans le métro, car toutes les stations de métro sont devenues des donjons. Tout à coup, la force du protagonisme entre à nouveau en action. Pendant ce temps, Plata se lamente, disant qu'il n'a même pas d'argent pour acheter un dîner, et qu'il n'a que de quoi se payer 1 million de réés. La scène change pour Jaimino. Il repense à Plata, qui lui demandait de l'argent, et trouve qu'il y avait quelque chose de louche avec ce gars-là. Ainsi, Jaimino entre dans une cafétéria qui, par une coïncidence du destin ou grâce à la force du protagonisme, est celle où se trouve Plata. Jaimino, en réalisant que ce fou est là, tombe à terre. Et Plata réalise que c'est son jour de chance, car sa banque ambulante vient d'arriver. Jaimino, tout tremblant, il se dit qu'il a dû faire quelque chose de mal pour croiser ce type 2 fois le même jour. Alors, Jaimino tourne le dos pour partir. Plata se lève rapidement, l'attrape par derrière et dit que Jaimino arrive au moment parfait, car il était sur le point de l'appeler, sachant que son ami Jaimino ne le laisserait jamais tomber. Et Jaimino ne répond pas. Jaimino, qui n'est pas du tout intime avec lui, demande ce qu'il veut. Plata demande si ses parents sont à la maison, et Jaimino demande pourquoi il veut savoir ça. Plata dit qu'il doit leur dire qu'il s'est fait tabasser par 4 personnes. Tout à coup, Jaimino lui dit que ses parents sont morts. Plata, après avoir entendu cela, dit « Ah, c'est une bonne chose ». Il ne finit pas sa phrase, puis, se reprenant, dit « Quel dommage, quel dommage, quel dommage ». Plata, regardant Jaimino, lui demande s'il vit seul. Plata ne veut même pas connaître la réponse et dit « Allez, on y va ». Jaimino, sans comprendre, demande où. Plata, très culotté et envahissant, dit que c'est chez lui, bien sûr. Plata dit qu'il ne va pas rester chez lui sans payer, et tend les 3 dernières pièces à Jaimino. Jaimino refuse de rester gratuit. Jaimino regarde ça, incrédule, et dit à Plata « Attends, ce n'est pas l'argent que tu as pris ». Jaimino n'avait même pas fini de dire prix. Alors qu'un Puyo passe à toute vitesse à côté de lui, il reste sous le choc, immobile. Évidemment, c'était Plata. Et il dit qu'il a vu une mouche, montrant la mouche qu'il a attrapée à côté de la tête de Jaimino. Jaimino, pressé par Prota, ne voit pas d'autre issue et emmène Prota chez lui. La scène change pour le lendemain, à l'école où Prota étudiait, et nous voyons la scène où Prota discute avec son ancien professeur. Le professeur, en regardant Prota, est très surpris qu'il soit en vie, car tout le monde pensait qu'il était mort. Le professeur, en regardant Prota, est très surpris qu'il soit en vie, car tout le monde pensait... Prota dit au professeur qu'il a quelques affaires à régler et demande s'il peut jeter un coup d'œil au dossier des élèves. La scène passe au 2e étage, salle 3, ou au 3e étage, salle 2, où l'on voit Jaimino Sac de Frappe discuter avec une jolie fille. Et toi, Petito, toi, Petigno, qui apparemment est dans la même classe que lui, regarde avec un air de colère. Qui frappe oublie, mais qui se fait frapper n'oublie pas. Toi, Petigno, tu n'as pas oublié la raclée que tu as reçue de la défaite suprême. Toi, Petigno, il arrive brutalement et demande à la jolie fille qui parlait avec Jaimino de partir, car il doit lui parler. En serrant Jaimino dans ses bras avec affection, tout Petigno appelle Jaimino un petit idiot et lui dit qu'il a eu beaucoup de chance hier, car ce fou est apparu de nulle part et lui a sauvé la mise. Et dit qu'ils vont finir la conversation d'hier et Jaimino, comme un punching ball idiot, veut juste se faire massacrer en silence sans rien dire à personne et lui dit de ne pas faire d'histoire dans la salle qu'il va retrouver tout Petigno. À ce moment-là, tout Petigno devient très furieux et demande comment ça ne pas faire d'histoire. Tout le monde dans la salle commence à entendre tout Petigno crier sur Jaimino.
Jaimim, qui avait déjà perdu tout courage de se battre, a été attrapé par les cheveux par Toupetigno, qui dit qu'il n'a toujours pas compris la situation dans laquelle il est et que cette fois-ci, il va lui casser quelques côtes quand soudain quelqu'un arrive à la porte et leur ordonne d'arrêter immédiatement. Le prota dit qu'il est arrivé à un excellent moment. Toupetigno est très en colère et plein de courage. On peut voir qu'il ne sait même pas quel camion l'a frappé. Le prota ne sait même pas quel camion l'a frappé. Le prota ordonne à tous les voyous de le suivre. Le voyou est revenu parce qu'il n'a reçu qu'un léger coup et ne sait même pas ce qui va se passer après ça. Maintenant, si le prota est détruit, que va-t-il se passer? Autant lui que son envie de se battre, alors là, il ne se battrait plus jamais. Mais ça, le prota va l'enseigner dans cette œuvre et vous verrez qu'il va anéantir beaucoup de volonté de se battre. La scène change vers le toit de l'école et il y a plusieurs figurants qui regardent juste, bien qu'il y ait deux figurants là qui ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils se demandent pourquoi un gars tout seul a cherché querelle avec la bande de Toupetigno. Et Jaimino se demande ce que cette personne fait ici, à l'école. Pendant ce temps, le prota va se battre. Ensuite, nous voyons la scène hilarante du prota esquivant les coups de Toupetigno. Et Toupetigno, qui n'a toujours pas pris conscience, continue de dire au rat du prota d'arrêter d'esquiver ses coups. Et le prota pense qu'en Alphe ou sur Terre, des gens comme Toupetigno existeront toujours partout. Des gens qui se vantent s'ils ont de l'influence ou du pouvoir. Et Toupetigno est là, donnant tout pour essayer de toucher le prota. Mais il ne s'essouffle même pas. Le prota sait que Toupetigno agit comme si tout cela le concernait dans une bagarre sans connaître sa véritable place. Et ça fait penser au prota à un gars nommé Cassis de l'Union d'Alphine. C'était ce masque blond, c'était lui. Et avec ses ongles qu'il ne coupe jamais, ses ongles affreux, hein, regarde ses ongles, regarde. Je vais faire tant de gros plans sur ses ongles. Vous savez pourquoi il ne montre pas l'autre main, hein? Parce qu'il s'est cassé un ongle. Alors il devait couper les autres ongles de cette main-là, alors il ne montre pas l'autre main. Cassis était le nécromancien du massacre, c'était un faucheur d'âmes immoral. Mais Cassis a fait une chose de mal. Il a convoité le territoire du prota, et il a tout fait pour allier l'Union contre le prota. Retournant du déjà vu ou déjà vu, nous voyons de près, nous avons tous été là-bas. Du près, Kikatnosar, Piquet, il crie à sa bande, « Et vous là, combien de temps allez-vous rester là sans rien faire? Venez et attaquez ce censuré. » Et le prota dit qu'il n'y a qu'une façon de gérer des gens comme ça. Pendant ce temps, je vais dire adieu. Pendant ce temps, tous les quatre avancent sur la sandale du prota. Et le prota, comment est-il? Un sourire sur le visage, une sandale qui gêne beaucoup pour se battre aux pieds, ou inscrit. Un conseil pour toi, si un jour tu te retrouves dans une bagarre, ne va pas avec ces sandales-là, d'accord? Reste pieds nus, sinon tu vas perdre. Et ainsi, le prota, qui est presque Sun Tzu, explique que tu dois rendre ce que les gens t'ont fait 10 fois pire. Et avec une force écrasante, rien de moins que ça. Enfin, alors, c'est le moment de la gifle, et le prota commence à distribuer des gifles. Il se provoque d'abord. Le prota ne les frappe pas juste parce qu'il est super fort. S'il frappait chacun d'eux, il mourrait. Donc, c'est vraiment des gifles humiliantes. Et on voit que le gros bras, avec la mèche, tremble de peur. Le prota lui dit de venir, de ne pas rester planté là. Il ne voulait pas qu'il réagisse, mais maintenant il réagit. Le gaz à la mèche est très énervé et prépare un gros coup. Après, vu que ça n'a été que de la baston, ils sont tous à terre, en train de gémir. Tu vois? Et le prota les traite de déchets. Il dit qu'ils ne sont bons à rien, qu'ils font juste beaucoup de bruit quand ils se font battre. Et il leur dit de gémir plus doucement. Soudain, le sixième sens du prota commence à vibrer. Ou c'est juste le scénario. Un taxi s'arrête devant l'école. Il est très surpris de voir qui en sort. Et on nous montre une dame d'âge moyen qui se dirige en toute hâte vers l'école. Et le prota la reconnaît tout de suite. Elle l'appelle maman. C'est la scène la plus émouvante que vous puissiez voir à Bumala. Une mère qui pensait que son fils était mort et qui le retrouve vivant après qu'il soit mort. Après tant d'années, la mère du prota fond en larmes. Et lui aussi est très ému. Mais il ne verse pas une seule larme. Je pense qu'il aura besoin d'un psy. Bon, c'est la nouvelle œuvre de la chaîne. J'espère que vous aimez. N'hésitez pas à laisser un like. Selon les mots de sa mère, peu de temps après sa disparition il y a 5 ans, les éclosions de donjons ont commencé partout dans le monde, transformant toutes les stations de métro en donjons en même temps. Et elle lui annonce que son père est décédé après avoir été pris lors de l'éclosion des donjons. Son père rentrait du travail et a été tué par un monstre. Ainsi, sa mère a dû vivre seule tout en s'occupant de sa propre mère et de sa petite sœur. Et elle continue d'expliquer que leur famille n'avait pas beaucoup d'argent. Après que sa sœur cadette soit tombée malade, les finances qu'ils avaient en réserve se sont rapidement épuisées. Elle a donc dû vendre la maison et louer ce petit appartement pour couvrir le traitement de sa sœur. Mais grâce à Dieu, maintenant sa sœur va très bien. Elle est en vie.
Après le jour de l'éclosion des donjons, chaque jour n'était que douleur et souffrance. Ensuite, la mère du protagoniste dit qu'elle va à la crèche chercher sa petite sœur et lui dit de ne pas aller nulle part. Si c'était mon fils, je l'emmènerais avec moi à la crèche, sans hésiter. 5 ans sans le voir, je l'emmènerais avec moi. Et le protagoniste est bien vivant. Il reste là à observer où vit sa mère et on nous montre le petit appartement où elle vit avec sa petite sœur. Il n'y a que ça et la salle de bain. Le prota pense qu'il peut sentir juste en regardant combien sa mère a du mal à être responsable seule de toute la famille. Cette chambre était vraiment trop petite pour que toute la famille y dorme. Et le prota reste vivant et le prota regarde des boîtes fermées sur le mur. Et il y avait beaucoup de boîtes. Elles occupaient tout un mur. Lorsqu'il ouvre pour voir ce que c'est, il y avait beaucoup de ses affaires et de celles de son père. Ces choses, sa mère ne pouvait pas les jeter. Et le prota sait très bien ce que c'est. Si ta mère ne jetait pas tout ça à la poubelle, ce serait comme si elle se débarrassait de tous les souvenirs du fils, du mari et du prota. Il a le cœur brisé. Finalement, sa mère arrive avec sa petite sœur et la mère dit à la petite Sua de dire bonjour à son grand frère. Sa sœur, très timide, dit bonjour à son frère. Lui, bien sûr, prend une tête de frère idiot et heureux. Le prota met la main sur sa tête et dit « Sua, tu as tellement grandi, tu te souviens de moi. » Le prota dit qu'il échangeait souvent les mots de sa sœur quand elle était petite. Sa petite sœur, avec un air fâché, dit qu'elle ne fait plus pipi au lit. La mère laisse la petite Sua jouer avec son frère. Pendant ce temps, elle va préparer un délicieux repas pour eux deux. Et la petite demande si maman ne va pas au restaurant aujourd'hui. Et la mère répond que non. Aujourd'hui, c'est son jour de repos. Le prota. Il n'a jamais ressenti autant de joie. La nuit tombe et tout le monde se prépare à dormir. Lumière éteinte, mère et fille dorment, mais le protagoniste n'arrive pas à fermer l'œil. Il n'arrive pas à dormir. Il réfléchit à ce qui s'est passé il y a 20 ans, lorsqu'il a été invoqué à Alphen sans raison apparente. Alphen était un monde ressemblant à un jeu vidéo et le protagoniste a dû se battre plus courageusement que quiconque. Il se battait de toutes les manières possibles pour obtenir la victoire et survivre face aux monstres féroces et à tous les êtres d'Alphen. Après de nombreux combats, il a découvert qu'il n'était pas un monstre. Le prota a réussi à devenir un nécromancien de niveau maximal, et il avait un territoire à lui, où il contrôlait tout, la vie et la mort. Mais quelque chose s'est produit, il n'arrivait pas à voir la fin de son parcours. Soudainement, l'administrateur dimensionnel convoque le prota et lui demande s'il veut retourner sur sa planète. Et lui, sans aucun attachement, dit oui et est retourné instantanément sur Terre. Et le prota est juste resté là. Il est resté en vie, avec l'espoir de revenir sur Terre et de revoir sa famille. Il souhaitait simplement retrouver un bonheur normal, comme celui qu'il avait ici sur Terre. Cependant, la terre sur laquelle il est revenu avait beaucoup changé, et son père, à cause de ce changement, est finalement mort, et sa famille était blessée et abandonnée. Alors, le protagoniste a été tué, comme il se doit, déterminé à gagner de l'argent pour améliorer la vie de sa famille. Il se dit que ça ne devrait pas être trop compliqué, étant donné qu'il a survécu à Alfheim, un monde où seuls les plus forts survivent. Pour sa famille, il promet de changer les choses. Le jour suivant, le prota est assis, avec ses chaussures stylées ou ses sandales, regardant sur le téléphone que sa mère lui a donné, et il commence à rechercher sur les éveillés, car il se souvient du type dans le métro, qui lui a demandé s'il était un despertado. Le prota se souvient de la conversation qu'il avait eue avec le froussard. Le froussard a dit qu'il était mort de peur, pensant qu'une personne normale était entrée dans le donjon. Le froussard lui demande pourquoi il est entré dans une mine fermée. Cette mine ne donne même pas de pierre de sang, elle ne donne rien. Puis, on voit que le froussard a fait remplir au prota un formulaire d'entrée, et le prota devient pensif. En réfléchissant à comment gagner de l'argent, le prota découvre qu'il est un despertado. Alors il va se concentrer là-dessus pour gagner de l'argent. Pourquoi? Pour le simple besoin du scénario, le prota envoie un message à sa mère. Car aucune mère ne laisserait son fils sortir après ça. Le prota envoie un message à sa mère pour lui dire qu'il y a un gars qui vit seul près d'ici et qu'il va habiter chez lui pendant qu'il se prépare pour l'examen de l'éveillé. Dans son esprit, le prota ne veut pas être un fardeau pour sa mère. Et ainsi, il part. Promettre de réussir à gagner de l'argent pour lui apporter un peu de paix. Le prota, en regardant le monde à travers son téléphone, commence à dire qu'il est désolé de déranger cette personne, mais qu'il a l'intention de la rembourser plus tard. Et la personne qui répond dit ceci: cette entreprise de pompes funèbres va avec Dieu. Voulez-vous acheter un cercueil ou un service complet? Le prota ne comprend pas. Les pompes funèbres va avec Dieu? Comment ça? Le papier, il regarde le téléphone. Regarde le papier, regarde le téléphone, et ils sont identiques. Et la personne est là: allô, allô, pompe funèbre, va avec Dieu, parlez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le prota dit innocemment: je veux parler à Jaimino. Et le gars, déjà impatient, répond: Jairminho, il n'y a pas de Jairminho ici, d'accord? Si tu ne veux pas acheter notre service, raccroche le téléphone. Bien sûr que Jairminho ne lui a pas donné le bon numéro. Il n'allait pas donner le bon numéro à ce gars qu'il connaît à peine. Et ce gars, il ne va pas donner son nom. Je suis fatigué de l'appeler Guy. Le gars commence à traiter Jairminho de salaud car il lui a donné un mauvais numéro. La nuit tombe. Nous voyons un appartement très joli. C'est la maison de Jairminho. Il est en train de rentrer chez lui. Jairminho se dit qu'il n'a pas pu remercier Prota pour l'avoir sauvé 2 fois. Et après ça, Hugo, Astas, Dedezi, tous passa, et ça, papé.
Tupétia et sa bande ne l'ont plus jamais approché. Jairminio pense que le prota semblait psychopathe, mais il n'est certainement pas un mauvais gars. Et Jairminio parie qu'il a dû réussir à parler avec sa mère. Serrure électronique, Jairminio tape son code et entre. Jairminio entre l'esprit tranquille. Quand tout à coup, le prota est chez lui, et le prota dit « Salut Jairminio, comment ça va ?» Jairminio est très surpris et ne comprend pas ce qui se passe, et il demande, furieux, « Comment es-tu entré chez moi ?» Il a répondu, grâce au code, « Bien sûr, je t'ai vu entrer le code. » Et Jairminio, que c'est un éveillé. Et Jairminio est très surpris, écrit, « Tu es un éveillé. » Et continue à réfléchir, en se disant que ce n'est pas une surprise, vu que le prota était très fort. Et Jairminio se demande pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt. Le prota continue à manger. Les éveillés gagnent beaucoup d'argent, pas vrai? Jairminio répond que oui, mais cela dépend beaucoup des donjons. Alors, le prota demande à Jairminio d'expliquer ce qu'il sait sur les donjons et les éveillés. Et Jairminio, « Tu es un éveillé, c'est Okurison Iwosamo Palace. » Tu as vu Et comment... commença à penser que cela n'était pas surprenant, sachant que le prota était très fort. Et Jairminio se demande pourquoi il n'y avait pas pensé avant. Le prota a-t-il Au continué à moins, toute manger? la nourriture est déjà... à Les moi. éveillés gagnent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Jairminio répond que oui, mais cela dépend beaucoup des donjons. Alors, le prota demande à Jairminio d'expliquer ce qu'il sait sur les donjons et sur les éveillés. Et Jairminio dit qu'il doit s'inscrire en tant que réveillé à l'association et qu'après l'inscription, il doit rejoindre une guilde et qu'ensuite seulement, il peut s'aventurer dans les donjons. Jairminio informe qu'il y a aussi l'option d'être employé par l'association ou par le département d'administration. Et le prota, ça c'est facile, ça cause pas ce pas. Il dit qu'il ne gagnerait pas plus d'argent s'il nettoyait les donjons tout seul. Et Jairminio répond que c'est vrai, mais que c'est très dangereux. Alors, la meilleure option est de rejoindre une guilde avant d'entrer dans le donjon. Le prota, tu dois te joindre à une équipe avant d'entrer dans un donjon. Et Jairminio répond. Jairminio explique que les donjons sont très dangereux. Beaucoup de gens y perdent leur vie. Jairminio demande à Prota de télécharger une application sur son téléphone. Et Prota demande « C'est quoi une application ?» Jairminio préfère ne pas expliquer. Il prend le téléphone de Prota et télécharge l'application pour lui. « Regarde ce que je fais pour toi. » Jairminio est très surpris. Et il dit que son téléphone est très ancien et très lent. Jairminio parie que ce téléphone appartient à sa mère ou à sa sœur. Par hasard, tu as acheté ce téléphone en pensant qu'il était neuf. Et le Prota reste sans réponse, affichant juste un visage très en colère. As-tu acheté ce téléphone comme s'il était neuf? Et le prota ne répond pas, il affiche juste une expression de colère intense. Flûte. Te souviens-tu de ce vendeur sournois et souriant qui m'a vendu ce téléphone comme s'il s'agissait de la dernière nouveauté? Le prota pense à une seule chose, se débarrasser de ce vendeur odieux. Déjà, à Migno, après avoir tant râlé, il réussit à installer l'application sur le téléphone du prota. Voir les informations sur les donjons, programmer et voir leurs emplacements. Et le prota dit qu'il va maintenant pouvoir localiser le donjon et le nettoyer tout seul. Puis Jairminio précise pour la deuxième ou troisième fois qu'il doit d'abord se classer comme un éveillé. Il rappelle une fois de plus que les donjons sont des lieux très dangereux. S'il y entre sans aucune préparation, il pourrait mourir. Le prota interrompt la séquence d'explication de Jairminio et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Il y a une taxe d'entrée pour les donjons. Jairminio répond que oui, que la taxe minimale pour entrer dans un donjon est de 36 réais et qu'elle varie de 36 réais à 460 réais. Le prota dit que oui. Regarde, quelle masmorage est la moins chère et demande à Jairminio « Jairminio, tu pourrais me prêter de l'argent ?» Et si Jairminio répond « Je réfléchis, car un fils barbu a un chat, c'est certain qu'il mourrait. » Le lendemain, au département de contrôle et réveil, bien sûr que je sais lire le coréen, la façade indique département de contrôle et réveil. Fais-moi confiance. Le prota se présente et va dans la salle d'examen de réveil. De nombreuses personnes observent le prota et il commence à dégager une aura noire très sinistre. Et tout le monde est stupéfait en voyant cette aura noire, sans savoir ce qui se passe. Même le type derrière semble surpris. Je ne sais pas pourquoi. Et le prota, Ina o sa ta. Le protagoniste, avec son air de héros, commence son invocation. Nous voyons un lapin très mignon et adorable mort sur le sol, et le protagoniste dit « Lève-toi » et soudain, un nécromancien invoque son squelette combattant, et un squelette sinistre commence à apparaître à l'endroit où se trouve le corps du lapin. Tous les spectateurs restent bouche bée. Je parie que vous vous demandez pourquoi c'est un squelette de lapin. Alors, voici l'explication du père. Il utilise les corps comme sacrifice pour invoquer ses squelettes depuis le monde souterrain. Tout corps qu'il invoque, même celui d'un éléphant, se transforme en squelette car il ne sert qu'au rituel de sacrifice. Et il sort un squelette niveau 1, avec un statut de niveau 1 lui-même. Il est tout content et fier de lui car son invocation était parfaite. Il a invoqué son squelette combattant et le guerrier squelette a déjà un os en guise d'épée à la main, sûrement très aiguisé. Le squelette du prota, niveau 1, est très imposant avec ses yeux brillants et le spécialiste dit « Et un figurant est très surpris car c'est la première fois qu'il voit un nécromancien de près. Allez, maintenant, je veux voir ta puissance. Détruis ce gobelin. »
Et le prota est très surpris en voyant un hologramme de gobelin, et il reste à observer. Réfléchissant à la manière dont il va faire attaquer son squelette, un hologramme, il dit à son soldat squelette de montrer sa force et d'attaquer cet hologramme. Le squelette, avec toute la fureur dans les yeux, se lance à toute vitesse vers cet hologramme et le traverse, puisqu'il n'a rien vu. L'examinateur, en voyant cette scène, lui T'es dit, un rang F, un foutu rang F. le prota ne comprend pas et reçoit sa carte de rang F. Le protagoniste, qui ne connaît rien à propos des classifications de rang, demande si le rang F est un rang très élevé et on lui explique « Oh, il y a deux façons d'expliquer. Laquelle tu veux? La plus facile ou la plus difficile ?» Le prota dit « Dis la plus difficile. Tu n'as pas ton équipe préférée qui joue dans la ligue brésilienne? » Le prota dit « Si, et alors? » Ainsi, tu prends le classement, tu le retournes et ton équipe se retrouve en tête. Et le prota dit « Hein? Quoi? » Il dit « Le rang F est le rang le plus bas qui existe. Donc, c'est plus simple. Alors, tu es du rang le plus bas. Le squelette que tu as invoqué, il est aussi de rang très bas. Donc, tu mérites le rang F. Et l'examinateur lui dit de ne pas être trop triste, car sa compétence est spéciale. Il va donc faire une grande différence dans une équipe. Et le prota, il pense que le rang n'importe pas, car il veut seulement entrer dans un donjon. Et maintenant, finalement, on nous montre le nom du prota. Kang Moon-jin, nous l'appellerons Kang. La scène change pour la sortie 7 de la station de métro et le prota regarde un donjon de 2 étoiles. On voit le prota dire que ce donjon devrait être très bon, car celui dans lequel il était entré par erreur était de niveau 1. Et il a réussi à faire cela sans difficulté. Tout à coup, un éveillé apparaît près du prota, lui demandant s'il est seul et lui propose de se joindre à son groupe. Il dit qu'ils sont 7 dans le groupe et qu'il y a une place libre et que si le prota le souhaite, elle peut être la sienne. Le prota répond qu'il va bien et qu'il entrera seul. Pourquoi tu gaspillerais l'argent de la taxe d'entrée comme ça? Il y a un temps limite pour rester à l'intérieur du donjon et aussi une limite au nombre de pierres de sang que vous pouvez extraire seul. Le chef de ce groupe demande à Kang s'il est un nouveau mineur et demande quel est le rang du prota. Kang répond qu'il est de rang F. Le chef du groupe se présente comme Bai Dosso et nous l'appellerons Dosso. Dosso dit au prota qu'il semble être venu ici sans information et sans rien planifier et lui suggère de rejoindre le groupe pour apprendre en lui promettant sa sécurité. Ensuite, nous voyons un premier groupe entrer dans le donjon. Alors, le groupe du prota attend dehors. Et oui, le prota a décidé d'entrer avec le groupe, car le droit d'entrer dans une mine de 2 étoiles seul coûte 27 000 ré. Alors, puisqu'il n'a pas tout l'argent nécessaire, qu'on entend la vie dans un donjon, du coup, les bâtiments dans les personnes, est-ce qu'il et doit payer des gâtés, alors comme pour le compte de choses sur le donjon, les différents groupes indépendants que lorsque 8 personnes entrent dans une donjon, le coût est partagé entre 8 personnes. Et s'il entre seul, il devra payer le montant total. Donc, comme le prota connaît peu de choses sur une donjon, il décide d'entrer en groupe pour apprendre le plus possible. Une personne en sweat à capuche, bien armée n'est-ce pas, met un sweat à capuche pour entrer dans la donjon. Il commence à engager la conversation avec le prota, qui dit que c'est très stressant d'entrer dans une dungeon. Et Kang, qui est très sérieux, déclare qu'un homme ne doit pas montrer de nervosité, même s'il est très nerveux. Et le gars en sweat commence à sourire et dit qu'il est très confiant, mais son nom est montré. Kang Sungo, rang F, utilisateur de la capacité de création de boules de feu. Je pense qu'il connaît la petite chanson, parce que s'il ne la connaît pas, je vais la lui apprendre plus tard. Et nous l'appellerons Sunga, et le voici qui arrive. Nous avons vu que Sunga a été invité à rejoindre le groupe. Sunga explique au prota qu'il s'est éveillé il y a 2 mois. Après cela, il a quitté l'école pour travailler officiellement comme éveillé. Moment plus tard, tout le monde est très surpris car le groupe qui était entré auparavant est sorti en très mauvais état et l'un d'entre eux était aidé par les autres. Et Sunga conclut rapidement qu'il y a eu un accident dans ce donjon. Les membres du groupe ont été envoyés à la salle, avec beaucoup de colère sur le visage. Ils criaient après le portier de la donjon, disant qu'un lutin était apparu et que cela n'avait aucun sens. Il ne devait pas y avoir de lutin dans cette donjon et qu'ils voulaient récupérer l'argent de l'entrée. L'homme observe à distance la situation et sait qu'il ne sert à rien de crier, car ils ne récupéreront pas leur argent. Et il explique en bon vétéran que parfois des monstres apparaissent et ne figurent pas dans les informations publiques de la dungeon. Il explique qu'un nain est un monstre à 2 étoiles, mais qu'avec quelques astuces, il est possible de le vaincre. Après cela, ils viennent de l'extérieur. Après cela, sans beaucoup tarder, le groupe des adultes se prépare à entrer dans la donjon et on nous montre l'intérieur de la donjon. C'est une station de métro abandonnée, sans personne aux alentours. Mais à ce moment-là, apparaissent 3 gobelins furieux. Je voudrais bien voir cet homme. Le gobelin Slayer dans cette donjon. Notre ami Sunga prend les devants et lance une boule de feu. Apparemment, il ne connaît pas la chanson. La boule de feu tombe près des créatures et commence à les brûler. Drosso enchaîne avec sa magie et utilise incendier. Drosso adore enflammer les yeux des créatures et il embrase les yeux des gobelins. Le guerrier fonce sur eux et l'archer ou l'archère, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, n'hésitez pas à me le dire,
fait sa part en tirant des flèches sur Vous eux. faites attention à ma petite voix. Peu exagéré pour tuer 3 gobelins, n'est-ce pas? Il y a du feu, des explosions, des flèches et même un guerrier qui tranche les gobelins en deux avec facilité. On voit aussi le squelette du prota qui enfonce une épée dans le torse du gobelin. L'un des figurants dit que les boules de feu de Sunga sont très puissantes et prétend qu'il est l'un des plus puissants au monde. Donc je pense que c'est évident que ce squelette est plus fort, car il a développé beaucoup de compétences pour augmenter le niveau du squelette, et cela en valait la peine puisque ce n'est plus un squelette de niveau 1. Il est évident que ce squelette est devenu plus fort, puisqu'il a développé beaucoup de points de compétences pour augmenter le niveau du squelette, et ça valait le coup, hein? Maintenant, ce n'est plus un squelette de niveau 1. Et il commence l'extraction des pierres de sang. 2 gobelins sont extraits, et Dosso est très content, car les pierres de sang de donjon 2 étoiles sont excellentes, et ont un taux de chute très élevé. Il dit qu'avec des pierres de sang de cette taille, il pourra les vendre pour 20 billets, et le prota est stupéfait. 20 billets valent autant que ça. Chaque pierre de ce genre vaut environ 200 000 wons, soit l'équivalent de 6 800 ré. Dos est très content. Ils ne sont qu'à l'entrée du donjon et ont déjà extrait de nombreuses pierres de sang en pensant n'avoir tué que 4 gobelins. En remplissant le sac, Dos pense qu'un donjon à 2 étoiles n'est même pas comparable à un donjon à 1 étoile. La quantité de drops obtenue. Définitivement, un donjon à 2 étoiles est bien meilleur qu'un à 1 étoile. Le groupe est presque arrivé au dernier niveau et a droit à une grande surprise. Le gobelin qu'ils attendaient s'avère être en réalité un hobgoblin. Et là, se dresse un hobgoblin musclé, robuste, chaman, entouré de ses adeptes. Et Dorso prend les commandes, disant qu'ils doivent agir avec beaucoup de prudence et suivre les instructions de base. Entre nous, Dorso, je n'ai jamais affronté un hobgoblin, il n'a fait que lire des informations de base à leur sujet. Et Kang est là, immobile, juste en regardant et en observant. Kang donne un conseil pour procéder avec beaucoup de prudence. Et Dolso, en tant que mineur vétéran, a dit qu'il est déjà bien familier avec le manuel et sait que l'attaque principale du lutin est la magie. Par conséquent, nous allons pouvoir gagner très facilement, car l'habilité de ce mec ici, avec un nom difficile que je ne vais pas dire, celui juste devant, est de lever des barrières. Appelons-le Barreirinha. Ridolso affirme qu'avec Barreirinha dans l'équipe, ils sont invincibles contre ce hobgoblin. La prochaine étape, c'est le combat. Jotan n'est pas là pour faire des histoires. Alors il réfléchit. Puisque l'équipe a donné son avis, il ne fera rien. Il observera simplement pour voir ce qui se passe. Le chaman musclé décide de lancer son premier sort. En conjurant sa magie, le combat commence. La petite barrière commence à faire son travail, formant une barrière magique pour protéger le groupe. Le chaman, dans son invocation, commence à dire « Papi Bakigafo, Papi Bakigafo, Papi Bakigafo ». Arrêtez la vidéo et essayez. 3 fois sans te tromper. Dans les yeux du Xama. Profitant de cette ouverture, le guerrier tente d'attaquer, mais le Xama est très habile au combat et parvient à défendre l'attaque du guerrier. Incendie les yeux du chaman. Profitant de cette ouverture, le guerrier essaie d'attaquer, mais le chaman est très habile au combat et parvient à défendre l'attaque du guerrier. Notre ami Sumba ne sait pas lancer une boule de feu, c'est une boule de feu que je te parle. Il ne connaît pas la petite chanson. Chante. Wang, en observant tout cela, réalise que c'est très dangereux, car dans le projet Alvin, il rencontre divers monstres, et parmi eux, il y avait beaucoup de hobgoblins, et il sait que les hobgoblins ont une intelligence au-dessus de la normale, et sont capables d'utiliser la magie. Cependant, ce qui rend le hobgoblin vraiment dangereux, ce n'est pas seulement la magie, c'est le niveau de commandement qu'il possède, un commandement intelligent et supérieur. Après avoir reçu cet ordre, il va se transformer en monstre, et 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 il va se transformer en un monstre, et il va... C'est un poison. Il se répand rapidement dans le corps de Barreirinha. Le figurant, qu'on ne peut pas distinguer s'il est un homme ou une femme, demande ce qui arrive à Barreirinha. Je n'ai jamais vu un poison comme ça. Sa tête vient littéralement d'exploser. Et c'est un poison. Petit frère d'Ali, Barreirinha, tombe sans vie. Et le non-inscrit décide de fuir. Et le prota commence à parler. C'est pour ça que j'ai dit que c'était dangereux. Ce qui rend un hobgoblin vraiment dangereux, ce n'est pas sa force physique ou sa magie, mais bien sa capacité à commander, sa grande intelligence. La grande épée des gobelins que possède le commandant ne peut pas être considérée comme celle d'un gobelin, soit le normal. Le hobgoblin ordonne à ses gobelins d'attaquer le groupe. Dosso ouvre grand les yeux, étant un vétéran plein de courage. Je demande à tout le monde de courir. Allons-nous-en d'ici. Et chaque guerrier courageux s'enfuit de la manière la plus honteuse possible, à l'exception de notre ami Ursunga, qui prépare encore une de ses boules de feu vers la direction des gobelins. Les gobelins, ayant un chef pour les guider, n'ont subi aucun dégât. 2. Dos dit qu'il ne sert à rien de les affronter et qu'ils doivent fuir. L'un des courageux, qui reculait déjà, demande où est Barreirinha, et Dos répond qu'il est déjà mort et qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Alors partons. C'est un jeu de chat. Celui qui fuit en dernier est le plus laid, mais le gobelin ne va pas rester là à ne rien faire et commence à sourire. Il dit « Papi Bakigaro que salditante, Papi Bakigaro que salditante, Papi Bakigaro que salditante » et il lance un sortilège de foudre qui passe en zigzag entre les courageux éveillés qui fuient. Et il atteint en plein celui
celui qui a osé lancer un sort de foudre. Lorsque Dos a vu cette scène, il a crié encore plus fort pour que tout le monde s'enfuit. Sinon, ils allaient tous mourir. Et tout le monde est parti en courant, laissant leur ami Sunga pour être sacrifié. Sunga est là, allongé, les fesses en l'air, et le hobgoblin s'approche. Cependant, Kani ne s'était pas enfui. Il était là, à proximité, attendant. Alors, comme ce ne sont que des gobelins, il sort de sa cachette, sort son pied de biche, et dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas chassé de gobelins, qu'il va vraiment aimer ça. Et il invoque 4 squelettes pour l'aider. Le hobgoblin ordonne à ses sbires de tuer le protagoniste, et le protagoniste sort de sa cachette. Tu sais comment il est difficile de gérer un groupe de gobelins avec un chef? Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Tuer le chef, le protagoniste. Le protagoniste court vers le hobgoblin, et tous ses sbires essaient de l'arrêter, mais le prota a aussi 5 sbires invoqués. Alors, tandis que les soldats squelettes s'occupent des gobelins, le prota va s'occuper directement du hobgoblin. Le prota saute par-dessus le hobgoblin. Le hobgoblin commence à parler et à lancer sa magie d'éclair. Mais le protagoniste est beaucoup plus rapide et est déjà très proche du hobgoblin. Et il traverse la tête du hobgoblin avec un pied de biche, le tuant instantanément. Le fait est que le protagoniste, qui est très courageux, souriant, demande à l'âme du hobgoblin s'il pensait vraiment qu'attendre que sa compétence de foudre se régénère était une bonne idée. Apprends à lancer la foudre, assieds-toi et surveille à la recharge. C'est en recharge. Il est sans défense. Il suffit de le tuer comme il l'a fait avec le hobgoblin. Et le protagoniste passe instantanément au niveau 6, ressentant ses attributs augmenter de manière exponentielle. Et il sourit, car il préfère de loin jouer en solo plutôt qu'en équipe. Restez en groupe et de cette façon, tes points d'expérience montent très rapidement, sans arrêt. Sunga, presque sans vie, demande de l'aide au prota. Le prota observe cela et se dirige vers Sunga. Le prota est étonné, car il est encore en vie après ce rayon. Et Sunga demande de l'aide, pour que le prota ne le laisse pas mourir. Et le prota, voyant cette situation, se rend compte qu'il peut en tirer un avantage, et demande à Sunga ce qu'il peut faire s'il lui sauve la vie. Sunga dit qu'il ne le dira à personne. Et le prota a dit, « Dire quoi, misérable, que tu es un réveillé de rang F ?» Kang est très contrarié, et dit qu'il ne s'en soucie pas. Et le mourant demande alors ce que le prota veut. Kang s'arrête, réfléchit un peu, et dit, « Pikamouk était avec ça, et il lui montre ses doigts. En regardant ses mains, Sunga interprète cela comme le symbole de la paix. Et dit, c'est le symbole de la paix. La scène change pour quelqu'un fouillant le corps d'un garde. Et c'était Sunga, complètement rétabli, un sac plein de pierres de sang, disant qu'il avait enfin terminé son travail. Kang, depuis loin, lui demande s'il a terminé, et Sunga répond que oui, il a récupéré toutes les pierres de sang des cartes. Sunga réfléchit, se demandant comment une personne aussi forte peut être de rang F, et il déduit que il est probablement au minimum de rang D, car ses compétences de combat suffisent pour chasser des monstres de niveau 2 par lui-même, et il pense qu'il était autodidacte. En plus, Kang a la capacité d'invoquer des squelettes et de rechercher des pierres de sang. Et le plus incroyable, il a une capacité de guérison qui m'a totalement rétabli. Kang a utilisé une capacité qui a aspiré quelque chose des corps et l'a guéri instantanément. Ainsi, Sunga conclut que, vu la variété de ses compétences, le prota pourrait certainement être classé au moins rang C. Et Sunga est incrédule, car cela fait seulement 3 heures que le prota est enregistré comme un réveillé. Sunga remet le sac au prota et Kang demande s'il sait combien valent toutes ces pierres de sang. Sunga dit qu'elles valent environ 8 millions de yuan. Bien sûr, j'ai déjà fait le calcul, 273 000 ré. Une bonne affaire. Prota a investi 100 000 yuan et a gagné 8 millions. Kang regarde Sunga en face et dit que tout ça est à lui. Entendu. Et Sunga répond sur le champ que oui, bien sûr, tout est à lui. Sunga trouve incroyable à quel point le prota est obsédé par l'argent. Ensuite, on nous montre la scène où le prota lui fait le signe de paix. Et je vous ai laissé lire la réponse que le prota lui a donnée. Et là, Kang dit que Sunga lui doit 2 millions de yuan pour lui avoir sauvé la vie. Alors, il trouve rapidement la pierre de retour. Les deux se préparent à quitter le donjon. Et le système de défense du prota avertit qu'une légère soif de sang a été détectée. Alors, Kang dit de rester là un moment, car il semble qu'une embuscade les attend devant. Sunga dit à Kang que puisqu'ils se sont débarrassés de tous les monstres, la soif de sang ne peut pas être là, à moins que ce ne soit à cause de lui. Si ce n'était pas pour le prota, ce Sunga serait déjà mort, au moins 5 fois. Kang, avec son 6e sens, ordonne au rat d'arrêter de se cacher et de se montrer. Et à l'instant même, 2 monstres apparaissent. Dozo et le groupe se présentent et s'approchent timidement du prota. Dozo, qui est très faux, demande ce qui s'est passé, si les deux ont tué tous les monstres. Et le prota déjà avertit Sunga de ne pas s'approcher, car il planifie de les attaquer dès qu'ils seront plus près. Sunga demande « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et le prota observe simplement ce groupe arrêté devant lui, et il dit « Wow,
vous êtes enfin revenu après avoir fui avec la queue entre les jambes. Kang dit qu'ils auraient dû attendre devant la barrière, alors pourquoi descendre jusqu'ici? Et Dosso, qui est ami avec Ons, demande pourquoi Kang agit de la sorte avec ses coéquipiers. Il affirme qu'ils sont revenus pour nettoyer le donjon après un retrait stratégique, et quand ils sont arrivés, il dit: quand il est arrivé, il semblait que tous les monstres avaient déjà été tués. C'est tout ce qui s'est passé. Dosso demande à Kang comment il a fait ça, et Kang se met Et à rire. dites-lui d'arrêter de cracher des Kang mensonges. dit qu'il sait qu'ils sont revenus pour récupérer les pierres de sang et dit qu'elles sont là. En jetant toutes les pierres au sol, Kang parle avec un regard très sanguinaire. Si vous les voulez, n'hésitez pas à venir les chercher. Et Dosso dit au prota qu'il s'agit d'un malentendu, qu'il a tout compris de travers, qu'ils ne sont pas assez fous pour essayer de tuer Monsieur Kang, car il sait que c'est le prota qui a tué tous les monstres qu'il n'était pas capable de battre. Et Dosso termine son explication en disant qu'il se sentait très mal et qu'il ne pouvait pas les emmener lui et aucun Sunga avec eux. Et Dosso dit qu'il n'avait pas d'autre choix, car sa propre vie était aussi en jeu, et qu'ils sont seulement venus là pour récupérer les pierres de sang, et que par pure chance, après leur retour, les deux avaient déjà nettoyé l'endroit. Ainsi, Dosso remercie pour l'opportunité d'avoir pu sauver sa vie. Le corps de Ballerina Tang, en écoutant les paroles de Dosso, reste pensif. En voyant Dosso si souriant et parlant de manière si aimable, il pense qu'il est peut-être un peu insensible, et que peut-être l'embuscade qu'il avait ressentie n'était en fait causée que par les monstres. Le prota sait qu'Alfie a changé de manière drastique, car là-bas, il devait être en état d'alerte tous les jours. Car c'est la mort qui pourrait venir de n'importe où. Kang se met à penser qu'il n'est plus à Alfie, mais bien sur Terre. Instantanément, en terminant ce raisonnement, il entend enflammer Dos. C'est un fils d'une bonne mère. Il ne sait agir que par lâcheté et trahison. Il fait un signe aux autres membres du groupe pour attaquer, et le petit archer libère sa flèche, touchant l'épaule de Sunga. Prota, avec les yeux brûlants de colère, est prête à réagir, car c'était leur seule chance, et de gaspiller une flèche sur la mauvaise personne, et le fils de Mapu, de Dosso, vient en souriant pour achever le Prota. Félicitant ses camarades pour le bon travail qu'ils ont accompli dans le donjon. Soudain, le téléphone de la Belle Rousse sonne, et c'est Kagon qui dit avoir trouvé la personne qui a envahi son donjon ce jour-là, et Yvonne demande son nom, et il dit que c'est Kang Hojin. Kagon a dit qu'il avait été difficile de découvrir qui il était, car son nom n'apparaissait nulle part. Mais aujourd'hui, Il s'est inscrit comme éveillé. Yvonne a été très surprise. elle pensait qu'il était un éveillé enregistré, et elle demande où il est Et maintenant. nous revenons à la scène où Le nous skank voyons est attaqué par Dos, et Dos, avec un regard de pseudo-psychopathe, fixe le prota, et le prota sourit, disant que c'est tendu. Hein? Quelle attaque pertinente! Il attrape Dos et le lance avec toute sa force. Et ça a dû faire très mal. Et Dos ne sourit plus, il crache du ketchup par la bouche. Le prota, étant le roi de la méchanceté, savait exactement ce que Dos allait faire. Kang. Pointant la main vers les autres figurants, il demande si c'est ainsi que se comportent tous les autres éveillés. Il ne savait pas qu'ils seraient aussi dénués de scrupules. Mais puisque leur avidité pour les pierres de sang est si grande, il va leur en donner un peu. À ce moment-là, le prota commence à invoquer ses squelettes, et de chaque cadavre surgit un squelette combattant. Alors, le prota dit que l'heure de la punition est arrivée, et ordonne à ses squelettes d'anéantir les autres figurants. C'est un festival de coups de poignard secs. Ensuite, le prota prend le couteau que Dos utilisait et s'avance calmement vers lui, prêt à couper des bigolins. Mais Dos, non. Dos, étouffé par le ketchup, veut parler avec le prota, mais il n'est pas là pour discuter. Le prota dit: discuter? Comment ça discuter? Pourquoi discuter? C'est clair que tu cherches à gagner du temps jusqu'à ce que ta capacité d'initiation se recharge. Et sans tergiverser, le couteau fait son travail, et Dos va jouer en 2e division. Et la scène est belle à voir, c'est des corps à droite, du ketchup à gauche, de la peinture rouge partout. Alors, commençons. Le prota qui aime vraiment l'argent décide de vider leur poche et dit que Dos est vraiment salaud, car il a apporté beaucoup d'argent dans la donjon. Suma reste là, le regardant. Pasmo, ne croyant pas que Kang est en train de voler tous les morts. Il trouve ça insensé, car le prota a tué quelqu'un sans même scier. Et le prota dit qu'il n'y a pas d'espoir pour ceux qui trahissent les autres. N'est-ce pas, Sunga? Le prota se retourne et demande pourquoi Sunga ne répond pas. Sunga, est-ce qu'il est déjà devenu tout pâle? Il décide de répondre: oui, c'est ça. Ah, tu ne sais pas ce que veut dire pâle de peur, hein? Quel dommage. Mais je vais te l'expliquer. Sunga était mort de peur. Et avec Kang affirme que Sunga a failli mourir à cause de lui, et Sunga affirme que ce n'était pas la faute de Kang. Par conséquent, le prota demande 2 autres des Gandhi à Sunga, et Sunga reste paralysé en réalisant que Kang ne pense qu'à l'argent.
Kang, en se rapprochant encore plus de Sungha, lui dit qu'il l'a sauvé 2 fois et qu'il devra en tenir compte lorsqu'il calculera les dépenses que Sungha lui a causées. Alors Kang demande à Sungha de montrer son épaule et dit qu'il doit la soigner à nouveau. La scène change. À l'extérieur du donjon, l'employé est surpris par l'approche de Kang et il demande au duo « Tiens, seulement vous deux, où sont les autres membres de votre groupe ?» Et Kang répond. Kang dit que les autres ont été tués par des monstres et Sungha ne fait qu'approuver le mensonge que le prota vient d'inventer, car il est terrifié par la facilité avec laquelle le prota tue sans éprouver le moindre remords. L'employé de la guilde a dû s'arrêter. Il demande comment il a pu récupérer toutes les pierres de sang du donjon. Il dit « Ah oui, c'est parce qu'on a risqué nos vies pour réussir à prendre toutes les pierres de sang. C'est au falsa meos. Parce que même si nous mourrons, nous devons essayer de récupérer toutes les pierres de sang. » L'employé de la guilde demande à tous les deux de signer les rapports et dit que le bureau les contactera s'il a besoin d'aide pour les enquêtes sur l'accident dans le donjon. Ainsi, le prota s'en va, perdu dans ses pensées, mais aussi joyeux, car il a réussi à gagner en une seule journée 3 millions de won, ce qui fait un total de 445 000 réels, sans compter les 4 millions de won que Sungha lui doit. Le prota est très content, car aller à la manne seul rapporte beaucoup d'argent. Et Sungha, qui a attrapé le Covid et oublie des choses, pense qu'il devra payer au prota 40 millions de wons et sait qu'il n'a pas cet argent, donc il devra contracter un prêt. Dans ses pensées, Sungha envisage de demander à Prota de laisser tomber, mais Kang l'appelle par son nom et lui dit qu'il sait qu'il déteste les traîtres, n'est-ce pas? C'est bien et ne le trahissez jamais. Il dit alors au revoir et dit qu'il attendra Sungha pour entrer en contact avec lui. Ainsi, Sungha est convaincu qu'il devra contracter un prêt de 40 millions pour rembourser le prota. Ce Sungha est vraiment stupide, mec. C'était juste 4 millions. Soudain, Sungha se perd encore plus dans ses pensées. Il se met à penser qu'il doit maintenant non seulement 40 millions, mais un total de 400 millions de won au prota. C'est quoi cette blague, La scène change pour un magasin de téléphones portables, où le propriétaire est en train de bailler, car il n'a rien à faire pour le moment. Et, de plus, il n'a pas eu de clients aujourd'hui. En entendant un bruit très fort, le propriétaire entre en panique et demande ce que c'est. Et voyant le prota entrer d'une manière si brusque, demande qui êtes-vous. Le prota ne répond rien et le saisit déjà par le col. Le prota est très fort et soulève le vendeur, qui est un peu rondouillard, sans aucune difficulté. Et soudain, commence la séance de tabassage. Juste des gifles. Après la première, il se réveille. Le vendeur demande ce que tu fais. Le prota, sans répondre un mot, le claque. Après un massage plutôt délicat, le vendeur est juste en miettes. Le vendeur sait que la personne en face de lui est très forte. Mec, alors il ne peut rien faire pour le provoquer. Après une série de gifles, le vendeur demande au prota de ne pas le tuer. Kang se demande s'il doit tuer ou non ce foutu vendeur. Finalement, Kang décide de le libérer et dit « Hé petit vendeur, tu te souviens de moi. Je déteste les gens qui me trahissent. Ça vaut aussi pour ceux qui me mentent. » Tu te souviens de ce téléphone que tu as vendu comme s'il était neuf et de dernière génération, le vendeur misérable. Il pense qu'il n'a jamais vu cette personne de sa vie. Il pense qu'il n'a jamais vu cette personne de sa vie. Le prota sort son téléphone de 1949 avec un bouchon et demande « C'est toi qui m'as vendu ça, ou bien tu te souviens maintenant ?» C'était un iPhone 2 qui ne téléchargeait rien et n'installait presque rien. Et c'est seulement après cela que le vendeur commence à se souvenir de quelque chose. Il se souvient qu'il avait facilement trompé le pauvre Kang en lui vendant un téléphone qui ne valait presque rien et sans fonction. Il a trompé le prota et a parlé de manière si convaincante que le prota a été étonné de voir un téléphone portable de dernière génération dans ses mains. Cependant, c'était un téléphone fabriqué il y a 5 ans. Maintenant qu'il se souvient qui est le prota, il se souvient de quelqu'un qui n'était pas le prota. Kang lui demande « Alors, tu ne vas pas me répondre? Pourquoi tu m'as vendu ce fichu téléphone comme s'il était neuf et de dernière génération ?» Plus tard, hors de la boutique de téléphone, le prota ajoute quelques contacts sur son nouveau téléphone, qui est enfin de dernière génération. Il n'a que peu de contacts. Sa mère, Jaiminho, le vrai Jaiminho, sa mère. Son bras est le vendeur maudit. En sortant de la boutique, le prota se demande s'il avait été à Alphen, il aurait arraché tous les membres de ce vendeur maudit. À cet instant même, 2 personnes suspectes s'approchent par derrière le prota, en appelant Kang par son nom. Ils s'arrêtent et se retournent pour voir ce qu'ils veulent. Le groupe a déjà grandi, encercle le prota et lui demande s'il est un nécromancien de rang F. Le groupe une dungeon tout seul. Ainsi, il est sûr que Kang n'est pas rank F, car 2 rank F, lui et Sungha, n'auraient pas été en mesure de tuer tout un groupe. Une dungeon en solo. Par conséquent, il est sûr que Kang n'est pas de rang F, car 2 de rang F, lui et Sungha, n'auraient pas la capacité de tuer un groupe entier. Soudain, Yvonne s'approche et dit qu'il est un novice très courageux. Le prota, ne connaissant pas la Majera, demande « Qui es-tu » et Yvonne nous est montré, une rousse magnifique et merveilleuse. Eh bien, c'est la nouvelle œuvre de la chaîne. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui veulent une partie 2, il suffit de demander la partie 2 dans les commentaires.
Kang, en regardant Yvonne, lui demande qui elle est. Yvonne, magnifique comme toujours, avec une belle bouche séduisante, s'excuse pour la présentation tardive. Yvonne dit qu'elle s'appelle Lee Yvonne. Yvonne est Lee, capitaine de l'équipe principale de la guilde Barang. Le prota, habitué au combat, ressent qu'Yvonne utilise une capacité de détection sur lui et aussitôt, il réalise qu'Yvonne est très forte. Le prota est direct et demande si Yvonne veut quelque chose de lui. Yvonne répond par l'affirmative. Yvonne appelle le protara, disant que Kang n'a pas eu peur d'entrer dans un donjon de sa guilde sans autorisation, et Kang est très irrité d'être appelé rat. Il demande à Yvonne si elle a réuni toutes ces personnes pour attraper le prota, et en provoquant Yvonne, Kang dit que la guilde Barang n'a rien de mieux à faire. C'est ridicule. Il disait que la caverne qu'il avait envahie était horrible. À peine avait-il fini de parler qu'une main attrape brusquement Kang par le visage avec une grande force. On voit alors un grand costaud roux extrêmement en colère, projetant Kang violemment au sol avec toute sa force. Il dit à Kang de ne pas dire ce qu'il veut, et il ajoute qu'un imbécile comme Kang ne peut pas parler de sa guilde de cette façon. Kang devient très nerveux et traite ce gars de salaud, et avec beaucoup de force, il enlève la main de l'énergumène de dessus lui. Kang se lève et commence à repousser l'énergumène qui s'effondre au sol. Kang, regardant la scène, décide de faire quelque chose, et comme la fille est très puissante, elle donne un petit coup au prota, et Kang s'envole comme un rien. Ça, il l'a senti, il tombe douloureusement sur le trottoir. La rouquine décide de montrer sa supériorité et prépare un coup encore plus fort contre Kang. En mettant un peu plus de force, Vivonne écrase le visage du prota contre le sol. Kang n'a même pas eu le temps de réagir, car Vivonne est très rapide et Yvonne imposante au-dessus de lui. Ne l'oublie pas, fiston, Gagnon, t'as pas l'air. je vais te donner un conseil. Tu es un rang F normal, mais il vaut mieux que tu ne te fasses pas connaître avec cette compétence insignifiante. Surtout, si cela implique la guilde. Et la rousse, après avoir dominé le prota, lui donne un ultimatum en disant que s'il veut vivre longtemps, il devrait écouter ses conseils. Et Kang, après avoir pris une bonne raclée, reste par terre tremblant devant le pouvoir de la rousse. Et la rousse, belle et sensuelle, s'en va, laissant Kang humilié au sol. Et voilà, notre prota avec le visage complètement écrasé. Il est impressionné, car cela fait longtemps qu'il n'a pas été piétiné de la sorte. Ainsi, le prota ajoute 2 noms dans son Death Note. La guilde Cash et la Homer font partie des 13 guildes qui représentent le pays. Et Jaime poursuit son explication en disant que ces 13 guildes ont une grande influence dans le pays, surtout dans l'économie et la politique. La guilde Varang est numéro 1, tant au Brésil que dans le monde. Jaime est curieux et demande à Kang ce qu'il a fait pour attirer l'attention de la guilde Varang lors de son premier donjon. Kang, déjà de mauvaise humeur, traite Jaime de salaud et lui répond « Qu'est-ce que tu veux dire par ce que j'ai fait ?» Il a besoin de cadavres pour utiliser son pouvoir de nécromancien. Le prota change de sujet et offre un cadeau à Jaime. Jaime, appelant le prota grand frère, est surpris de recevoir un cadeau du prota. Kang lui dit d'arrêter de feindre la surprise et tend une liasse de billets de 5000 à Jaime. Et il dit qu'il ne peut pas utiliser son pouvoir total. Jaime est très surpris et dit que c'est beaucoup. Et il affirme que le prota doit seulement rendre ce qu'il a emprunté. Et il dit à Kang qu'il n'a pas besoin de ça, car Kang l'a beaucoup aidé avec ces types. Et Kang, le traitant de salaud, dit que ce n'est pas un problème, qu'il doit juste prendre l'argent. Jaime prend l'argent. Très ému, il appelle Kang son grand frère. Et Kang dit que c'est pour l'argent qu'il a emprunté et pour l'hébergement. Jaime est tout surpris. Il est en sueur en comprenant le message du prota, car cela signifie que Kang a l'intention de continuer à vivre chez lui. Jaime demande à Kang s'il a trouvé sa mère. Kang confirme qu'il l'a rencontrée, mais que la maison de sa mère est trop petite. Alors, Kang dit qu'il restera chez Jaime jusqu'à ce qu'il achète sa propre maison. Et Kang, sachant qu'il allait rencontrer des difficultés, change déjà de sujet et demande si Kang a changé de téléphone. Jaime est surpris car le modèle que le prota a maintenant est le plus récent. Jaime demande s'il peut voir le téléphone et le prota veut confirmer s'il est vraiment bon. Après avoir examiné le téléphone, Jaime dit que c'est le meilleur et qu'il a la meilleure couleur, le rouge. Le prota est surpris et demande « Rouge fou, qu'est-ce que cela signifie ?» Jaime explique que cette couleur rouge est fabriquée avec de la pierre de sang et que c'est très cher. Il suppose donc que Kang a beaucoup gagné d'argent. Kang dit qu'il n'a pas acheté ce téléphone, qu'il l'a gagné grâce à un prix dans un événement. C'est un événement unique où la vie du vendeur est en jeu. Voilà, c'est tout. Alors, il donne tout ce qu'il a pour ne pas mourir. Et bien sûr, Kang a juste pensé cela. Il ne l'a pas dit à Jaime. Jaime est surpris et pense que Kang est vraiment très habile. Jaime commence à fouiller dans le téléphone du prota et trouve plusieurs applications, comme 50 et 1 million de won, c'est-à-dire 187 000 réais.
187 000 ré. Kang est stupéfait car il pensait qu'il n'avait que 4 millions de won. En regardant son téléphone, il s'aperçoit que l'idiot de Sunga a déposé 40 millions au lieu de 4 millions. La scène change pour une cafétéria où nous voyons Kang attendre Sunga et Sunga demande comment Kang va. Kang affirme que seulement quelques heures se sont écoulées depuis qu'il lui a dit au revoir, donc il n'a pas besoin de demander comment il va. Et Kang, en entendant cela, qu'est-ce que c'est que ces 4 des grands? Sunga se souvient que le prota adore l'argent et sait que s'il ne lui donne pas d'argent, le prota pourrait faire comme ces gens qu'il a tués. Sunga commence à transpirer et se met à genoux devant le prota, devant tout le monde. Et en criant, Sunga demande au prota de ne pas le tuer. Ce que c'est que ces 4 grands. Sunga se souvient que prota adore l'argent et sait que s'il ne donne pas d'argent à prota pourrait faire comme ces gens qu'il a tués. Sunga commence à transpirer et se met à genoux devant prota, devant tout le monde. Et en criant, Sunga supplie prota de ne pas le tuer. Kang, évidemment, ne comprend rien à ce qui se passe et demande à Sunga: qu'est-ce qui t'arrive? Et Sunga, toujours en criant, dit qu'il va définitivement rembourser tout ce qu'il doit au prota et s'il vous plaît, ne tuez pas le prota. Donne-moi un peu plus de temps. Les gens autour, en voyant cette scène, pensent que Kang est un usurier venu récupérer une dette et tout le monde est d'accord. Il conclut que Sunga est la personne qui a emprunté l'argent et n'a pas les moyens de rembourser. Kang, très curieux, ordonne à Sunga de s'asseoir immédiatement s'il ne veut pas mourir. Et le garçon obéit tout de suite. Sunga s'excuse auprès du prota en disant qu'il n'a vraiment pas 4 milliards à lui donner. 4 millions. Alors, le prota a une excellente idée et décide de profiter du malentendu qui vient de se produire. Ce chenapan de prota demande à Sunga combien de temps il lui faudra pour récupérer son argent. Ce prota est un filou, mais on ne doit pas être en colère contre lui. Il n'est pas si malhonnête que ça. Continuons l'histoire. Obtenir 4 millions. Et Kang lui a déjà envoyé 40 millions et prévoit maintenant de le payer 4 milliards. Alors, le prota a une excellente idée et décide de profiter du malentendu qui vient de se produire. Le filou de prota demande à Kang, traduction française suivante, combien de temps devra-t-il attendre pour recevoir son argent. Ce prota est un arnaqueur, mais il ne faut pas lui en vouloir. Il n'est pas si malhonnête que ça. Continuons avec l'histoire. La scène change au matin du lendemain et nous voyons Kang marcher tranquillement dans un parc. Kang est surpris de voir que Sun Bo l'attend, comme promis. Et le prota, regardant Sun Bo, dit qu'il est de très bonne humeur pour son premier jour en tant qu'esclave. Et Sun Bo, en souriant, répond qu'être un esclave a ses avantages. Kang regarde Sun Bo en souriant, pensant qu'il doit être fou. Ensuite, on nous montre de quoi ils ont parlé la veille, où le prota demande à Sun Bo, étant donné qu'il ne peut pas payer les 400 millions, ce qu'il a l'intention de faire. Et Sun Bo dit qu'il a l'intention de payer en travaillant pour le prota, en faisant équipe avec lui. Kang trouve cela très étrange, puisque le prota est un esclave. Sunga va juste rester dans son coin, à regarder confortablement le prota tuer les monstres. Et Sunga répond en disant que bien sûr que non, qu'il va aussi servir de manager pour le prota, pendant un certain temps. Le prota ne comprend pas et demande comment ça, manager? Sunga explique que ça va être comme ça, il va tout faire. Pour le prota, il va réserver les donjons, vendre les pierres de sang et même être son chauffeur. Bref. Sunga sert à quelqu'un comme dans la division de soutien des guildes. Alors, le prota dit malicieusement, donc tu vas être un esclave. Et Sunga fait un sourire gêné au prota. Kang en conclut que Sunga veut le payer avec son corps, puisqu'il n'a pas d'argent. Sunga se sent intérieurement vraiment mal. Cependant, extérieurement, il sourit et dit que oui, il va le servir de son corps. Quand j'ai vu cette scène, j'ai pensé que le prota était un grand FDP. Si c'est comme ça, le prota va mourir. Le prota est d'accord. Le prota dit que Sunga le servira pendant 1 an pour payer sa dette. Mais le prota n'est pas si connard. Il dit qu'il va payer un salaire à Sunga. Je n'ai jamais vu un esclave recevoir un salaire, mais Sunga va en recevoir un. Ce n'est pas un esclave, c'est plutôt un salarié comme moi. Ikani, Sunga n'a pas besoin de remercier, c'est lui qui devrait remercier. La scène passe à la voiture de Sunga, déjà en mouvement. Et le plat est là. Lee pensait qu'il allait rendre les 36 millions à Sunga, mais à la place, il a obtenu un esclave. Le prota dit à Sunga de bien faire sa tâche et que 10% de ce qu'ils gagneront ira à Sunga. Sunga est si heureux qu'il est presque en larmes et Kang à ce moment-là, à l'émotion. Je me pose la Sunga a réussi à trouver la douja dont il parlait. Sunga répond que oui, il a réussi à réserver la donjon de rang 3 qui a le plus grand nombre de monstres, la Senamura, pour la sortie 3 de la station Maebong. À cette station, un troupeau de haki apparaît. J'appellerai ces haki des cafards. Ça ressemble à un mélange de cafards et de fourmis. Les deux restent bouche bée devant la quantité de cafards à cet endroit. Les cafards n'attaquent pas, à moins que vous n'attaquiez l'un d'eux. Ainsi, le prota sait qu'après avoir tué le premier, ça va commencer à mal tourner. Et il demande à Sunga de rester derrière lui. Kang ouvre sa fenêtre de statue et place tous les points de statue qu'il a en domination. Et ainsi, le nombre d'invocations qu'il peut faire augmente. En faisant cela, Kang pourra désormais invoquer 19 squelettes. C'est terrifiant. Le prota s'exclame qu'il va combattre la quantité par la quantité. Le prota a dû sortir une vingtaine de rats morts de sa poche pour invoquer 19 squelettes comme ça. Et ainsi, la moisson désastreuse commence. Le prota commence à avoir des nausées. Pour toute la dernière plate tremble de peur et les squelettes, avec le regard sanguinaire, s'approchent pour porter le coup final et elle reçoit 3 coups secs en même temps.
À cet instant, Sumba descend les escaliers en courant, en disant qu'il venait juste de retirer toutes les peaux des monstres morts à l'étage supérieur. Le prota lui a dit qu'il avait fait du bon travail, de continuer ainsi, et maintenant, il devait seulement retirer les peaux des monstres de cet étage aussi. Sumba est incroyablement stupéfait, car Kang avait déjà nettoyé tout l'étage. Sumba sait que le repère des cafards mutants prend environ 2 heures à être nettoyé, et le prota l'a fait en moins de 15 minutes, tout seul. Le prota avait déjà dépensé beaucoup de mana. Alors il décide de faire une pause et de s'asseoir un peu, et il en profite pour vérifier son écran de statut, car ils avaient déjà atteint 5 heures. En tant qu'il a de l'argent, il va l'acheter tout de suite pour pouvoir utiliser cette compétence dès qu'il atteindra le niveau 10. Comme il a de l'argent, il va l'acheter d'avance pour avoir cette compétence dès qu'il atteindra le niveau 10. Sunga s'approche, disant qu'il a retiré toutes les pierres de sang des monstres de cet étage et demande si la pierre de retour est apparue. Le prota ne répond pas à sa question et demande combien de temps sont-ils dans ce donjon? Et Sunga répond qu'ils y sont depuis 27 minutes. Le protagoniste, en se grattant le menton, commence à réfléchir et dit à Sunga qu'ils ont loué ce donjon pour 4 heures. Alors, ils vont le nettoyer à nouveau. Sunga se rend dans un lieu d'achat de pierres de sang et le vendeur dépose 53 millions de luons sur le compte de Sunga. Et Sunga remercie en disant Sunga est là, immobile, regardant et réfléchissant. 50, 50, 50. 53 millions. Tout à coup, Sunga réalise que 53 millions ont été déposés sur son compte, et il est si choqué qu'il frôle l'évanouissement. Il reste perplexe, car il a gagné 53 millions en 30 minutes. Rapidement, il calcule qu'à ce rythme, il pourra rembourser les 400 millions au prota très vite. 10% était pour lui, le reste est allé au prota. Vous avez vu combien d'argent le prota a gagné en une journée. Sunga ne comprend pas, car il a gagné beaucoup d'argent. Il révèle qu'en un an, il a réussi à accumuler 30 millions. Plusieurs fois. Et maintenant, en seulement une demi-heure, Sunga, en regardant son compte bancaire, pense que c'est incroyable. Sunga est un visionnaire, car il savait que servir le prota serait très avantageux. Et maintenant, il est encore plus heureux, car il peut gagner de l'argent comme jamais il ne l'avait imaginé. Le prota, tout souriant, dit à Sunga d'arrêter d'exagérer, car ils doivent encore nettoyer ce donjon 7 fois pour qu'il puisse rembourser sa dette. Ainsi, le prota dit à Sunga de ne pas perdre le focus. Sunga ne peut cacher la joie qu'il ressent. Il pense que devenir le manager du prota a été la chose la plus intelligente qu'il a faite dans sa vie. La scène change pour le quartier général de la guilde Hammer, où l'on voit quelqu'un travailler tard dans le bureau, encore occupé. Et cette personne est là, contente, écoutant de la musique. En travaillant un peu, en moulant le café, parce qu'il sait que c'est très chic de moudre son propre café sur le moment. Quand soudain, son téléphone sonne, il répond et dit « Allô, ici le chef du groupe 4, je vous écoute ». Que les personnes qui ont réservé sont très sérieuses. Et Michel dit que les gens meurent dans les donjons tout le temps. Et Raël dit « Non, non, ce n'est pas ça que je veux te dire ». Raël informe que les personnes ont nettoyé le donjon avec perfection, mais leur nettoyage est anormal. Il dit qu'ils ont nettoyé la première fois le donjon en 3 heures et 30 minutes, et la deuxième fois, ils ont pris 11 minutes, et maintenant, pour la troisième fois, ils ont pris seulement 9 minutes et 47 secondes pour compléter un donjon. Que les personnes qui ont réservé sont très sérieuses. Et Michel dit que les gens meurent tout le temps dans les donjons. Et Raël dit « Non, 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 ce n'est pas ce dont je veux te parler ». Raël informe que les personnes ont nettoyé le donjon à la perfection, mais que leur manière de nettoyer est anormale. Il dit qu'elles ont nettoyé le donjon en 3 heures et demie la première fois. 30 minutes. Et la deuxième fois, ils ont pris 11 minutes. Et maintenant, la troisième fois, ils ont pris seulement 9 minutes et 47 secondes pour compléter un donjon. Tout à coup, Michel entend des cris dans le bureau où est Raël. Et quelqu'un dit « J'ai gagné, paye-moi tout de suite ». Les 3 employés de la guilde Hammer qui étaient dans ces bureaux suivaient le protagoniste, pariant sur combien de temps le protagoniste prendrait. Je nettoierai ce donjon. Et le gagnant a dit qu'il le ferait en moins de 10 minutes. Après le tumulte, Raël parle avec son Liliane pour voir s'il ne serait pas judicieux d'enquêter sur leur vie. Lorsque Raël dit qu'ils sont de rang F, Michel est stupéfait et s'exclame « Rang F ». Il allume immédiatement l'ordinateur et contacte Liliane. L'ordinateur commence à rechercher des informations sur la vie du protagoniste. Michel n'en croit pas ses yeux et commence à se demander ce qui se passe. Il se rend compte que le protagoniste ne s'est enregistré qu'hier et que Sunga s'était enregistré il y a seulement 2 mois. Il est encore plus surpris en voyant qu'il nettoie un donjon de niveau 3 depuis peu de temps seulement. Rank F, bien sûr qu'ils ne sont pas Rank F, l'évaluation est incorrecte et a complètement raté sa cible. Michel conclut qu'ils sont au moins Rank C sans savoir que c'est uniquement le prota qui fait tout le ménage. Michel sait seulement que les individus qui manifestent la capacité de rang C dès le départ savent qu'ils vont certainement grandir beaucoup et devenir un rang bien plus élevé. Et avec toute cette excitation, Michel part rapidement pour essayer de recruter le duo. Et de nouveau, la scène change pour le quartier général de la guilde Varang. Et nous avons une image du prota sortant d'un autre nettoyage de donjon. La personne qui observe affirme que c'est la personne qui a envahi leur guilde et on lui demande qui est la personne à côté du prota dans la vidéo. L'employé dit que c'est Sunga, âgé de 21 ans.
Cependant, Sunga n'est qu'un mage de classe F qui utilise des boules de feu et ne sait pas chanter de petites chansons pour infliger plus de dégâts. Alors, la personne assise déclare que Kang est certainement la force principale de ce groupe et ils observent Kang, un nécromancien de classe F qui réussit à traverser un donjon de niveau 3 à une vitesse La incroyable. personne qui est Kang assise. est au rang C. Que c'est sûr. Kang est un rang C. Cette scène avec Yvonne était vraiment classe, non? Le penseur dans la salle conclut qu'il pourrait s'être passé La deux choses. première est que Kang a Son cassé rang lors de l'évaluation. Et la deuxième, c'est qu'il pourrait évoluer à une vitesse incalculable. J'ai vu une évolution tellement grande de ce navire. Kim Kang-chul. Et Yvonne, souriante, Eh bien, dit que si c'est quelqu'un voulait- incroyable, mais qu'il ne peut pas se comparer à Kim Kang-chul. Et la personne, qui est très intelligente d'ailleurs, dit qu'on ne sait jamais, ça ne coûte rien de vérifier, ça ne fera pas de mal, finalement. Kim Kang-chul. Et Yvonne, souriant, dit que c'est incroyable, mais qu'on ne peut pas le comparer à Kim Kang-chul. Et la personne, qui est très intelligente, dit que, qui sait, cela ne coûte rien de jeter un œil, cela ne fera pas de Qu'est-ce mal. que tu veux dire de Enfin, plus? Le visage de la D'accord. personne. Allons-y. Le maître, c'est Prota, car il va personnellement convaincre Kang. Et finalement, on nous révèle son nom, Maître Lee San, propriétaire de la guilde Varang, que nous appellerons La scène San. change pour montrer Prota, en train de briser Voilà, la chaîne. quatrième, et vous demandant à nous, qui regardons la vidéo, si nous sommes fatigués. Nous ne le sommes pas, mais Sunga est assez fatigué, et boit beaucoup d'eau. Et le Prota demande à Sunga combien de temps il Son bras reste. dit que, en étant malodorant, Une minute avant de Kanki partir, devient. en pensant qu'il a 4 millions de won de profit, mais je pense qu'ils se sont trompés dans cette image, car ce serait 4 milliards de wons, pas 4 millions, vu que Sunga a sur son compte 373 millions de won, et le Prota en a 9 fois plus. Donc Kang pense que c'est suffisant pour acheter une maison pour lui et sa mère. Le Prota se lève et appelle au Sunga. Le Prota informe Sunga qu'à partir de maintenant, toutes les pierres de sang qu'il extraira seront pour lui. Et le Prota ajoute qu'il va même marquer les pierres de sang pour qu'ils soient plus efficaces dans leur extraction. Sunga ne comprend pas, alors le Prota explique plus en détail. Kang dit qu'à partir de maintenant, toutes les pierres de sang appartiendront à Sunga. Tout ce qu'il creusera est pour lui. Le Prota prend une profonde respiration et dit « Accélérons le rythme et part en courant. » Donne un coup de couteau précis à la nuque de la blatte. Ensuite, avec les deux mains, séparer la tête du corps. Après cela, il suffit d'extraire la pierre de sang et c'est fini. Sunga est épuisé et pense que, bien que l'argent soit important, il pourrait mourir s'il continue ainsi. Les gars s'en vont. Il continue à creuser, jusqu'à épuisement. Et il pense encore qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui est mort en creusant pour des pierres de sang. Il reste encore beaucoup de barata au sol. Mais Sunga demande un instant. Il demande à Kang s'ils peuvent se reposer un peu. Kang dit que oui et ouvre sa fenêtre de statue. Soudain, une blatte curieuse apparaît sur le dos du Prota. Le Prota est là, regardant sa fenêtre de statue, et cette blatte curieuse reste toujours sur son dos. Elle ressemble à cette voisine curieuse. Kang en avait déjà marre de la voisine commère et décide de trancher la petite en tuant cette dernière blatte. Apparaît une notification du système indiquant que Kang est au niveau 10, car maintenant il peut choisir la classe qu'il souhaite être. Kang regarde et hésite. Et trouve cela très étrange, car la classe de nécromancien ne lui est pas proposée pour choisir. Et quand il est allé à Alphine, il y avait aussi le choix de classe. Lorsqu'il atteignait le niveau 10, le Prota, il hésite à choisir sa classe. Soudainement, plusieurs fenêtres de notification apparaissent devant le protagoniste. Le système commence à analyser quelle serait la meilleure classe pour lui. Ce choix est automatique et le système désigne la classe de guerrier pour le protagoniste. Ainsi, le système lui accorde les privilèges liés à la classe de guerrier et lui remet une arme. Le protagoniste a maintenant 2 classes, car il a passé du temps à fendre les bêtes avec un pied de biche. Le Prota voit que c'est un bâton en métal, cependant cette arme est un peu spéciale, car au fur et à mesure que le Prota évolue, elle évolue aussi. En plus, il n'a pas besoin de porter l'arme, elle reste dans un endroit spécial, il suffit qu'il l'invoque pour qu'elle apparaisse dans sa main, et s'il la renvoie, elle retourne dans la dimension où elle est gardée. Voilà, le Prota est tout heureux maintenant, car il a une arme qui évoluera avec lui, et Kang est très impatient de voir en quoi elle se transformera par la suite. Le Prota voit que c'est un bâton métallique, mais cette arme est un peu spéciale, car au fur et à mesure que le Prota évolue, elle évolue aussi. En plus, il n'a pas besoin de la transporter, elle est conservée dans un espace spécial, il lui suffit de l'invoquer pour qu'elle apparaisse dans sa main, et s'il la relâche, elle retourne dans la dimension où elle est gardée. Maintenant, le Prota est vraiment heureux, car il a une arme qui va évoluer avec lui. Et Kang est très impatient de voir en quoi elle va se transformer après cela. Comme le protagoniste a 2 classes, il bénéficie de 2 avantages. Le premier est celui de guerrier, et maintenant celui de nécromancien. À chaque 10 niveaux, il obtient un privilège par classe. Il y a 7 pierres de démons scellés, et à chaque 10 niveaux, il obtient un privilège. Le Prota recevra une pierre de démon scellée. Ces démons scellés sont bien plus puissants que les squelettes que le Prota invoque. Dans les images que je vous montre, seuls 6 démons scellés apparaissent, environ 7 par chaque.
Le prota est très curieux car il ne sait pas quel démon va sortir du seau. Il ordonne alors au seau de se libérer et une puissante magie commence à émerger lors de la libération du seau. Soudain, on voit des ailes de démon, de beaux yeux, une bouche parfaite et le prota est stupéfait. Il ne sait pas ce qui va se passer et il est très intrigué. Bibi dit: Hein, c'est toi? Et nous voyons Bibi, une superbe diablotine. Bibi a les larmes aux yeux et demande: Maître, c'est toi? Où étais-tu allé? Bibi dit qu'il lui a beaucoup manqué et saute sur ses genoux. Kang demande à Bibi ce qui s'est passé, car il pensait qu'elle était restée en hauteur. Bibi explique qu'après la disparition du maître, toutes les invocations sont restées coincées à l'intérieur de la salle du sceau, et Kang, qui était dans la salle du sceau, a également été piégé. Bibi est très pensif, car elle pense que ses invocations sont venues dans cette dimension avec elle. Bibi était suspendue au cou de son maître, lorsqu'elle sent soudain une odeur très étrange, une odeur de plus en plus forte. Étant une diablotine, Bibi a des sens très aiguisés, et elle reconnaît l'odeur. Elle dit: quelle est cette odeur, maître, vous la sentez? Kani a répondu qu'il ne sentait rien du tout. Et Bibi explique qu'il sent dans ces insectes l'odeur des rejetons de Trident. Le protagoniste est choqué en entendant le nom de Trident, et il est expliqué que Trident est un démon venu d'une dimension inconnue et qu'il a réussi à détruire 90% de la planète Alphi et Kani. Même s'il n'a pas combattu Trident personnellement, il a affronté d'innombrables enfants de Trident qui sont venus dans son territoire, Arda, qui était comme un pays. Malheureusement, le protagoniste en conclut que Trident cherche également à envahir la Terre. C'est-à-dire que Trident a déjà commencé son invasion de la Terre. Kang est donc certain que la raison pour laquelle les donjons apparaissent est entièrement due à l'influence de Trident. La scène change et nous voyons Rao dire à Michel que ces gars qui étaient dans le donjon ont réussi à gagner 400 millions de yuan rien qu'aujourd'hui. Et Rao, qui n'est pas éveillé, a dit que s'il était aussi fort, il ferait aussi des raids dans un donjon. Kang et Sunga sortent du donjon. Interceptés par Michel, il le remercie de les avoir aidés à entrer. Michel demande s'il peut leur prendre un peu de leur temps. Avec un sourire gêné, il dit que ce sera rapide. Le prota s'enfuit et l'ignore. Il dit qu'il n'a pas le temps et passe son chemin. Michel, de loin, implore et lui demande d'attendre. S'il vous plaît. Le prota s'arrête et demande ce qu'il veut. Il parle à Michel en lui demandant pourquoi il a demandé s'il pouvait interrompre puisqu'il allait de toute façon le faire. C'est Michel comme un bon médiateur. Il commence à sourire, mais à l'intérieur, il se dit que ce type est fou. Michel s'excuse auprès du prota et dit qu'il a dit beaucoup de choses inutiles. Alors Michel se racle la gorge et se prépare à essayer d'intégrer le prota dans sa guilde. Michel a réalisé qu'avec le prota, il faut être direct. Non, bye. Non. Un pouf, non, salut. Il tourne le dos et s'en va. Michel, pour sa part, est désespéré et lui crie de ne pas partir car il ne connaît pas la guilde Rami. Il ne sait pas que c'est l'une des plus grandes guildes du monde. Il dit qu'il connaît et qu'il sait que la guilde Rami est l'une des 3 meilleures guildes de Corée. Michel est très heureux que le prota connaisse déjà la guilde Rami. Et ainsi, une fois de plus, il essaie de remettre la carte de la guilde au prota et avertit Kang qu'il traite très bien les personnes talentueuses dans leur guilde. Très bien. Et il dit aussi que s'ils rejoignent la guilde, ils leur fourniront les meilleurs moyens pour monter de niveau plus rapidement. Le protagoniste regarde bien Michel dans les yeux et dit: écoute, je me sens vraiment pas bien en ce moment. Tu pourrais me laisser tranquille? Le protagoniste répond. Le prota pensait qu'il avait échappé à l'enfer en laissant cette planète derrière lui, mais il semble qu'il y ait un autre enfer sur Terre. La scène change pour un nouveau jour et on voit la mère du prota très surprise, demandant ce que c'est. On voit un vendeur présenter la maison, disant qu'ils peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent pour tout regarder dans la maison. Kang est en train d'acheter une très belle maison pour sa mère et la petite est très heureuse car il y a un jardin devant. La mère de Kang. Elle demande comment ils vont pouvoir habiter dans cette maison, puisqu'il n'a pas d'argent pour l'acheter. Et il répond. Qui a dit ça? Puis montre son téléphone avec son compte en banque bien garni. Elle est très surprise et elle demande d'où vient tout cet argent. Kang, avec un sourire, dit à sa mère qu'il est un éveillé. Et elle est surprise et dit: un éveillé? Tu as gagné cet argent dans un donjon? C'est vraiment une mère attentionnée. Elle ne s'inquiète même pas pour l'argent. La première chose qu'elle dit, c'est que c'est très dangereux, mon fils. Depuis quand fais-tu cela? La mère de Kang dit que son père est mort dans un donjon. Donc elle ne peut pas le laisser rentrer dans un donjon. Voilà, c'est tout. Et c'est la fin de notre histoire. Tout le monde est mort. C'est fini. C'est ta promesse. Maintenant, je veux un chien. Ainsi, la mère consent et dit que tout est bien. Le prota assure: maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis très fort. Je vais compenser tout le travail que tu as fait. À partir de maintenant, fais-moi confiance. Et ainsi, la mère du prota acquiesce. Tu as tenu ta promesse. Maintenant, je veux un chien. Alors, la mère accepte et dit que tout va bien. Et le protagoniste dit: maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis très fort. Je vais compenser tout le travail que tu as fait. À partir de maintenant, il suffit de croire en moi. Et ainsi, la mère du protagoniste est d'accord. La nuit est tombée et voilà. La scène a changé et on voit le prota invoquer le Bibi, lui ordonnant de se montrer. Le Bibi fait des efforts pour apparaître, mais pouf, s'éteint.
Le prota ordonne à nouveau, Bibi sort tout de suite et elle essaie de sortir avec encore plus de force. Et l'esprit de Bibi s'enfuit quelque part et le prota reste simplement à observer. Le prota ne comprend pas ce qui se passe car l'attitude de Bibi est très différente. C'est très étrange, tout à coup, de jolies photos mignonnes apparaissent. Et Kang, regardant ce mignon petit chat, demande « C'est toi Bibi ?» Le prota, regardant ce chaton, demande à Bibi « Bibi, pourquoi es-tu devenue une chatte ?» Bibi affirme qu'elle ne peut pas apparaître avec son corps original. C'est pourquoi elle a dû utiliser le corps d'un petit mammifère. Kang réfléchit et pense qu'elle ne peut apparaître sous sa forme originale que dans un donjon. Mais il ne sait pas encore pourquoi. Kang demande si elle ressent l'énergie de Tranet. Bibi parle et dit qu'elle ne sent absolument rien. Bibi dit que la seule chose qu'elle ressent est une odeur de paix, une odeur très agréable. Kang se demande comment un démon peut apprécier l'odeur de la paix et se questionne si le pouvoir de Tranet n'a pas encore atteint la réalité de la Terre. Le prota s'occupe de Bibi quand soudain, quelqu'un apparaît derrière lui et demande s'il s'occupe des chats errants. Le protagoniste regarde rapidement pour voir qui est au-dessus de lui et la personne se présente. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Lee Sang-gu, le leader de la guilde Varang. Tu peux m'appeler Sam. Sunga demande à Kang pourquoi il a refusé l'offre de la guilde. Kang dit qu'il déteste recevoir des ordres d'autres personnes, c'est pourquoi il a refusé l'offre. Et Sunga dit qu'il a compris. Ça a du sens. Maintenant, il a Sunga compris. dit que ni la guilde âme mondiale, ni la guilde d'Aparang ne sont rien pour lui. Le prota est vraiment un génie, vu qu'il a refusé l'offre de guilde âme. Mais pendant à partir de maintenant, il prévoit de suivre le prota où qu'il aille. Ensuite, un vendeur s'excuse auprès de Monsieur Sanga et lui présente un contrat d'achat à signer. Et il dit, bien sûr, je veux acheter maintenant. J'ai l'argent pour payer comptant. Alors la scène change pour la conversation que le prota a eue avec le chef de la guilda Varang. Sunga s'excuse auprès du prota pour ce qui s'est passé la veille. Il dit que ça n'a rien à voir avec le prota. Il dit qu'il a entendu dire qu'il y a eu un conflit entre lui et Yvonne. Et le prota répond qu'il se souvient parfaitement du camion qu'était Yvonne, qu'il a piétiné avec force et plaisante en disant qu'une femme forte comme ça pourrait être sa femme idéale. Sunga précise qu'Yvonne est sa sœur cadette et qu'elle a un tempérament un peu fort. Elle est un peu piquante, il dit qu'Yvonne se soucie beaucoup de la guilde, et comme il est entré dans sa zone sans prévenir, elle a un peu exagéré avec lui. Alors, Sunga dit qu'il voudrait trouver un moyen de compenser le prota pour cela. Prota, qui a encore la peau chaude, dit qu'il n'a pas besoin, et, comme il est direct, va droit au but et demande quelle était la véritable raison de cette rencontre. Sam esquisse un sourire gêné et dit qu'il comprend ce qu'il veut. Sam explique qu'il l'observe depuis un jour et qu'il raide à une vitesse incroyable, ce qui a attiré l'attention de sa guilde. En se basant sur la vitesse à laquelle il a fait les raids aujourd'hui, il est sûr qu'il est au minimum rang C. Ainsi, Sam est convaincu que le prota deviendra bientôt un rang élevé et le prota a vite compris. Alors vous essayez de me recruter et Sam a dit que c'est bien ça. S'il vous plaît, rejoignez la guilde Varang et il promet que Kang recevra le meilleur traitement pour son niveau, qu'il aura les meilleures positions et un traitement approprié pour ses capacités. Rejoignez la guilde Varang et il promet que Kang bénéficiera du meilleur traitement pour son niveau, qu'il aura les meilleures positions et un traitement adéquat à ses capacités. Le prota, en entendant cela, alors, le prota qui n'aime pas recevoir d'ordre de personne demande « Alors si je te bats en duel, tu me donneras ta position de leader ?» Et Sun commence à rire et dit que le prota est très sûr de lui avec ce que les rumeurs disent. Sun dit que ça ne marchera pas car il ne dirige pas la guilde en fonction de la force. Prota se lève et commence à quitter les lieux en disant que de toute façon, il n'est pas intéressé à appartenir à une guilde. Sam pose une question très intrigante au prota. Il lui demande s'il sait par hasard pourquoi les donjons apparaissent. Sam dit que cela fait déjà 5 ans que les donjons ont commencé à apparaître et que pendant ces 5 ans, personne sur Terre n'a rien découvert. Cependant, quelque chose se passe avec les donjons. Chaque jour apparaissent des donjons de plus en plus forts et les monstres deviennent de plus en plus puissants. Cependant, l'humanité est obsédée par les pierres de sang et ne pense qu'à commercer avec ces pierres plutôt que de surveiller les donjons. Et Sam conclut en disant que si cela continue, c'est certain, l'humanité va disparaître. Non seulement la Corée, mais aussi le monde entier pourrait être anéanti par les donjons. Et il dit qu'il rassemble des éveillés pour empêcher que cela se produise. Et Sam dit que son destin est de protéger le monde contre les donjons. Et demande pour la 3e fois que, s'il vous plaît, le prota l'aide avec ça. La scène change pour la guilde Hammer, et nous voyons quelqu'un manipuler un rapport sur l'ordinateur. Nous découvrons qu'Howard observe quelque chose. Il remarque que l'atmosphère est tendue, et qu'il fait très froid là où lui et Michel se trouvent. C'est très tendu, car ils n'ont pas réussi à recruter le prota. Sam fait ses devoirs, espionnant la vie du prota, et il est très étonné par ce qu'il a découvert. Il dit à Michel qu'ils viennent de faire une réservation pour la station 6. Michel est très inquiet. Il dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec ce gros salaud, et demande pourquoi Raoul parle de lui si tôt. Michel répond, et alors s'il est fort, il n'est que de rang C, et Raoul fait ce qu'il veut. Michel dit, chef, ici c'était une masmora de 4 étoiles. Michel s'étouffe même avec son café, et se précipite vers Raoul en demandant,
Ils vont y aller à seulement 2 personnes dans une masmorra de 4 étoiles. Et Raoul répond, oui, exactement, seulement 2 personnes. Michel dit que ces gars sont vraiment fous. Michel regarde et pense qu'ils ne savent pas que les rangs F ne peuvent pas entrer dans une masmorra de rang 4. Ils ne peuvent entrer que dans ces masmorras. Avec un sourire subtil, ordonne à Sunga de libérer l'agenda de cette masmorra. Il veut qu'elle soit libre toute la journée. Raoul, ne comprenant pas, demande, Michel, tu n'avais pas dit que nous allions abandonner ces deux-là? Michel, avec un sourire malicieux, répond, bien sûr que non, nous allons tout mettre en œuvre pour eux. Apprends avec moi, novice, si tu veux attraper un gros poisson, tu dois utiliser un très gros appât. Ordonne à Sunga de libérer l'emploi du temps de ce donjon. Il le veut libre toute la journée. Raoul ne comprend pas et demande, Michel, tu n'as pas dit que nous allions laisser tomber ces deux-là? Michel, avec un petit sourire, dit, bien sûr que non, nous allons nous attaquer à eux avec toutes nos forces. Apprends avec moi, novice. Si tu veux attraper un gros poisson, tu dois utiliser un très gros appât. La scène change pour une très jolie capacité. C'est la voiture que notre ami Sunga a achetée, la voiture d'un cheval. L'ami Prota trouve cette voiture très douce et très belle. Sunga dit qu'il se sentait mal, car son ancienne voiture était très petite et un peu inconfortable. Kang a montré qu'il s'y connaissait en voiture et demande « Est-ce que c'est ce fameux truc Benz ?» Prota reste tout bête, regardant le tableau de bord de la voiture. Et Sunga pense juste « Est-ce que mon patron est fou ?» Ou a-t-il vécu dans une grotte, car il ne sait même pas ce qu'est une BMW. Et donc Sunga dit qu'il fera de son mieux pour conduire pour le Prota. Le Prota dit qu'il va travailler dur et qu'ils vont vraiment beaucoup travailler aujourd'hui. La scène change pour la station 3 et le garde de la station 4. Il discute avec Sunga, disant qu'il est impossible pour 2 personnes de rang F de faire un donjon de niveau 4, que c'est interdit. Et Sunga insiste que tout va bien, qu'ils prennent la responsabilité. Le garde dit que ce n'est pas une question de responsabilité, mais que c'est interdit. Sunga commence à se montrer plus insistant, suppliant encore et encore. Et le garde du donjon dit que si vous voulez vous suicider, allez vous jeter dans la rivière, de toute façon. Vous ne pouvez pas entrer. Vous connaissez cette blague sur N? Sunga dit non. Il répond, c'est ça N que t'aimes. Aotu non. Sunga se dirige vers Kani, tous les gardes du Ururu, et dit qu'il n'a pas réussi à convaincre le garde, que malheureusement il ne pourrait pas entrer dans ce donjon, et s'excuse car il aurait dû mieux chercher Kani. Il dit déjà que ce n'est pas possible, appelle l'association et reprogramma pour demain, dans une autre dungeon de niveau 3. Soudainement, quelqu'un s'approche de Kang et dit « Mon Dieu, quelle coïncidence, vous êtes de retour ici. Ça doit être le destin. Désolé de m'immiscer encore une fois. Mais y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez vous? Vous avez l'air contrarié. J'adorerais vous aider. » Et Michel sourit et demande « Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Kang est sec et direct. Il dit « Destin. » Le destin? Quel destin? Vous saviez sûrement déjà quelque chose. Et Kang prétend avoir mordu à l'hameçon, puis demande « Comment comptez-vous nous aider ?» La scène change pour le terminal de la station 11, et Michel demande au duo s'ils ne savaient pas que les donjons de 4 étoiles sont réservés aux groupes de rang C ou similaires. Juste un aparté, quand je dis donjon de 4 étoiles, de quoi parle-t-on? Michel dit que cette donjon de Nier 4 appartient à leur guilde et qu'il a réservé tous les créneaux, donc ils peuvent utiliser ce donjon autant qu'ils le souhaitent. Le Prota, très cynique, dit qu'il est très gentil, mais que rien n'est gratuit dans ce monde. Et pourtant, cela concerne la donjon elle-même. Michel, encore plus cynique, dit que non, c'est juste un signe de bonne volonté, et qu'il va aussi s'occuper de leur classement, qu'il va augmenter leur classement à un niveau C, pour qu'ils puissent être à l'aise dans ce donjon. Le Prota, très fan. Très cynique, il dit que puisque tu as dit ça, alors je serai reconnaissant. Michel commence à flatter le Prota, disant qu'il a une personnalité rafraîchissante. Michel leur dit d'attendre un peu avant d'entrer, car il a préparé quelques cadeaux à leur offrir. Il va jusqu'à la voiture, et dans le coffre se trouvent tous les cadeaux qu'il prévoit de donner au duo. Michel commence à penser à voix haute, et dit qu'il est clair qu'il n'existe pas de repas gratuit. Il compte laisser Kanji avec une énorme dette de gratitude. Il sait que même si Kanji est un éveillé de rang élevé, il est encore un garçon de 24 ans. Michel ignore que le Prota a déjà vécu 44 ans. O tout souriant dit que le Prota semble complètement différent d'hier et Kanji ne comprend pas et demande comment ça. O dit qu'il était très effrayé en parlant avec lui hier et le Prota dit qu'hier il était de mauvaise humeur mais aujourd'hui il va mieux. Et il se souvient pourquoi il était de mauvaise humeur. Oui, il se souvient que le Prota était de mauvaise humeur mais aujourd'hui il va mieux et il se souvient pourquoi il était de mauvaise humeur. Eh ben, il se souvient que le Prota était de mauvaise humeur mais aujourd'hui il va mieux. Et il se souvient pourquoi il était de mauvaise humeur. Montre que Raël a de mauvaises intentions. Voulant à tout prix que le Prota signe ce contrat avec la guilde, il prévoit de le saouler de cachaça et ensuite de lui faire signer un contrat très défavorable. Sunga, à distance, a compris cette conversation, ou Rao. Michel sait que Kang semble être un rang F à l'extérieur, mais étant donné la rapidité avec laquelle il nettoie les donjons de tier 3, il est certain il va réussir à tuer les monstres de ce donjon. Mais l'organisation des donjons de haut niveau, allant du niveau 4 au niveau 6, est très différente des donjons de bas niveau. S'ils entrent sans information et sans équipement de survie de base, ils mourront sûrement. Et il en est certain, car n'importe quel éveillé serait capable de sortir vivant d'un donjon de niveau 4 et plus. Après cela, Michel désespère et réalise qu'il a fait une grosse erreur en les laissant entrer dans le donjon. Dire que ce n'est pas un acte de bonne volonté, mais plutôt qu'il les envoie pratiquement à leur perte.
La scène change pour l'intérieur de la dungeon, où le prota est très confus. Il demande à Sunga si c'est vraiment un donjon de niveau 4, car les monstres ici sont très communs. Et Sunga ne sait pas répondre. Il dit qu'il n'est pas sûr, et pense qu'il y a peut-être des donjons de niveau 4 plus faciles, et d'autres plus difficiles. Le prota est très confus. Et Sunga commence à chercher la pierre de retour, mais il ne trouve rien. Seulement les corps des monstres qu'ils ont tués, les rats géants mutants, et Sunga est très effrayé qu'il n'y ait aucune pierre de retour ici. Kang pense qu'il n'a pas trouvé la pierre de retour parce que ses compétences de recherche sont encore très faibles. Ainsi, Kang et Sunga retournent au début du donjon pour voir s'ils trouvent la pierre de retour. En marchant paisiblement et calmement dans les couloirs, Kang commence à réfléchir à trouver une raison pour laquelle il n'y a pas de pierre de retour à cet endroit. Sunga informe que l'entrée du donjon est juste là devant, et il est très surpris, presque sans mots. Le prota, en regardant le portail devant eux, a une idée de pourquoi la pierre de retour n'est pas encore apparue. Le donjon n'est pas fini. Sunga demande s'ils doivent entrer là-dedans, et le prota répond que non. Le protagoniste affirme qu'il n'y a pas d'autre choix. Ils devront entrer. Il commence à sourire et dit que c'est pour cela que ça paraissait facile, car le vrai jeu va commencer maintenant, et les deux, sans aucune peur, vont entrer. Kang est le premier à passer, et Sunga vient juste derrière. Ils se rendent compte qu'ils ont été téléportés dans une autre dimension, où il y a une très belle forêt, avec beaucoup d'arbres. Sunga, très gêné, appelle le prota et Kang. Il demande pourquoi Sunga est nu, et il demande pourquoi Sunga a enlevé ses vêtements. Kang pense que ses yeux vont pourrir après avoir vu cette image. Sunga, en pleurs et embarrassé, dit que le prota est également nu, et rapidement, le prota comprend ce qui s'est passé. Il dit que seuls les corps ont été téléportés, les vêtements sont restés derrière, nus, dans une forêt tropicale. Tout est possible. Je n'ai pas aimé cette scène, cela aurait pu être deux femmes dans cette scène, nues. Mais deux hommes, ça n'a pas de grâce. Dans cette scène ridicule, le prota dit que c'est la véritable entrée du donjon. Ça aurait pu être une elfe plantureuse, deux elfes plantureuses. Je vais même mettre une elfe à forte poitrine pour contraster avec cette image. Cette elfe n'a rien à voir avec l'histoire. Le prota est très audacieux et ouvre sa fenêtre dimensionnelle pour y tirer plusieurs vêtements, ce qui ne surprend jamais personne. Il demande combien de compétences le prota possède. Auparavant, Zonga avait demandé comment le prota savait manipuler l'espace dimensionnel. Et Kang ne jette même pas un regard sur cette scène grotesque et lui dit de s'habiller d'abord. La dernière fois que quelqu'un a regardé par-dessus l'épaule du prota lorsqu'il manipulait sa fenêtre de statue, cette personne est morte, même le cafard d'à côté est mort. Détourne les yeux des affaires de Zunga, pense Kang. Actuellement, il est au niveau 10, et grâce à l'attribut de sa vie passée, ses attributs en tant que niveau 10 sont bien plus élevés. Mais il sait qu'il doit progresser avec prudence, car il est désormais dans un donjon de niveau 4. Il a nettoyé les précédents en utilisant uniquement sa nécromancie, mais dans un donjon de tier 4, il sait que les choses vont se corser. Ainsi, il commence à investir des points dans la compétence de guerrier qu'il n'avait jamais utilisée et qu'il a appris avec le temps. Beaucoup de compétences de guerrier comme vous êtes en train de lire. Alors le prota décide d'utiliser ses compétences de la classe guerrier. Soudain, un bruit sourd se fait entendre et quelque chose commence à s'approcher à grande vitesse dans sa direction. Sunga est très effrayé et il sait que cela vient de cette direction. Un crocodile très sympathique bondit dans la direction du prota et le prota se prépare à tester la force de sa compétence de guerrier. En voyant cette scène, nous ne pouvons pas oublier le pied de biche car il n'est pas passé par le portail. Alors F pied de biche, donc en l'honneur de pied de biche, mettez un F pied de biche dans les commentaires. Ça te plaît mon vidéo? Tu l'as regardé jusqu'ici et tu n'es toujours pas abonné ni n'as appuyé sur le like. S'il te plaît, abonne-toi et appuie sur le like, d'accord? Sinon F pour toi aussi et tu feras des cauchemars avec Sunga nu au lieu des elfes poitrinaires. Et maintenant, après ce discours pour les non-abonnés, reprenons notre histoire. Bonjour. Le prota fait un sprint vers le crocodile et utilisant sa capacité de saut, il bondit très haut sur le dos du crocodile. Le prota commence à ressentir une grande différence en utilisant les sens du guerrier. Et ainsi, il va comparer sa force de guerrier avec un monstre de niveau 31 et prépare un coup de toutes ses forces avec son bâton métallique volé. La scène change pour la station 11 où Michel et Raoul constatent que la barrière n'a pas encore disparu, même après être passé par la station. 30 minutes. Il sait que dans le donjon, le temps passe 4 fois plus vite. Alors, à l'intérieur, cela fait déjà 2 heures. Ralph est surpris et se demande combien de temps encore le scénario va durer là-dedans. Et il demande à Michel si Kang parviendrait à tuer les crocodiles. Michel répond que c'est assez difficile à main nue. C'est pour ça qu'il voulait lui donner le kit de survie. Car les armes de ce kit sont fabriquées avec des armes de l'autre monde. Elles ne disparaissent pas lorsqu'elles passent par le portail. Le portail est la porte d'entrée. Le portail ne permet à rien de ce monde de le traverser, seulement au corps des personnes. Et Michel, toujours désespéré, dit que même s'ils parviennent à vaincre un ou deux monstres, le plus compliqué est d'obtenir de la nourriture et de l'eau. Il affirme qu'il est très difficile de survivre dans la jungle sans aucune provision. Ralph et Michel essaient de s'imaginer la situation et se rendent compte qu'il n'y a que des problèmes, encore et toujours. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, le protagoniste prépare un barbecue d'alligator pour la nourriture. Il tue des bêtes. Et il a un énorme inventaire rempli de nombreuses choses. Ainsi, bouillir l'eau, filtrer l'eau, faire ces choses-là. Le protagoniste a tout cela dans son espace dimensionnel. Et Sunga, qui n'avait jamais mangé de la viande de crocodile, la trouve très délicieuse. Le protagoniste est plus malin. Il a déjà tout mangé. Alors il offre une bière à Sunga.
et dit que bière avec de la viande de crocodile, c'est délicieux. Si quelqu'un a déjà goûté, dites si c'est bon ou non. Je pense que oui, car la viande de crocodile est vraiment savoureuse. Sunga est déjà un peu ivre et dit que c'est super. Contrairement à ce que pensent Michel et Hal, ils s'amusent beaucoup dans ce donjon. Hal affirme que beaucoup de temps est déjà passé, donc il n'a plus rien à voir avec ça. Alors, il pense qu'il pourrait survivre là-dedans. Michel, qui est toujours à dire des bêtises, n'ouvre la bouche que pour ça, n'est-ce pas? Il dit que ce sera très difficile pour eux de se déplacer dans les marais. Et Hal est surpris et demande, il y a des marais? Michel répond que oui, dans cet endroit, il est difficile de marcher. Et occasionnellement, les pires créatures apparaissent pour se battre contre eux. Michel informe, alors qu'ils sont coincés, des singes guerriers et des anacondas apparaîtront. Ainsi, le duo devra combattre les singes en haut des arbres et les anacondas sous l'eau. Donc, selon Michel, ils n'ont aucune chance. Et Hal s'exclame, waouh, les singes attaquent depuis les arbres. Des deux, le seul attaquant à longue distance est Tsunga, car il a la boule de feu. Et nous voyons la scène de nombreux singes prêts à attaquer. Et nous voyons dans cette scène le Bokasanto dire que les boules de feu de Tsunga ne suffiront pas, car il ne connaît pas la petite chanson. Ceux qui sont curieux de connaître la petite chanson, c'est parce que vous n'avez pas vu mes dernières vidéos. La petite chanson, c'est comme ça, boule de feu qui tue tout le monde. Bam! Bon, au revoir. Selon ce que je dis, le pouvoir de votre boule de feu augmente de 10 000%, selon moi. Michel, après avoir parlé des singes, se prend la tête dans les mains et dit que ça va être très difficile, presque impossible pour eux de passer. Et nous voyons des dizaines de boules de feu aller dans la même direction. Et le sage, en même temps, se dirige vers les singes. Et ce sont des singes grillés, des singes frits, des singes rôtis, des singes cuits. Et le protagoniste est là, en train de marcher. Brûlez-les tous. Et incroyablement, ce n'est pas Sunga qu'il est en train de brûler. Sunga est là, stupéfait. Il dit, tu as toujours eu ces compétences. Comment je ne les ai jamais vues auparavant? Et on nous montre le protagoniste devant ces mages squelettes. Vous vous souvenez qu'il était au niveau 6 et qu'il a acheté des mages qu'il ne pouvait utiliser qu'au niveau 10, n'est-ce pas? Bokinia Santa n'est pas en train d'augurer maintenant. Il mange des nouilles instantanées et n'agace personne. Kihao se souvient que 4 heures se sont écoulées. Alors, à l'intérieur du donjon, 16 heures se sont écoulées. Kihao demanda à Bokinia Santa s'il pense que le prota réussira à conclure le combat. Et le Bokinia Santa dit que dans les donjons de haut rang, les monstres ne sont pas le plus gros problème. Bokinia Santa, dans cet endroit, les plantes, les insectes, les animaux, n'importe quoi peut te tuer. Bokinia Santa demande à Hao combien il pense que le duo connaît la faune locale. Et Hao désespère en apprenant qu'il y a beaucoup de choses venimeuses dans ce monde. Alors, s'ils y parviennent, la manger, c'est game over pour eux. Notre ami Sunga, qui a déjà été Sao 3 fois, trouve un fruit très délicieux et pense à le manger. Il en prend une grande bouchée et demande au prota pourquoi ce fruit est si sucré. Et il commente. Et Kang l'avertit, si tu manges ce fruit sans le cuire, tu vas mourir. Aussitôt, Sunga crache ce qu'il avait mâché. Sunga demande à Kang pourquoi il ne lui a pas dit ça plus tôt. Kang ne répond pas et commence à sourire. Alors, Sunga se doute qu'il y a quelque chose d'étrange et demande au prota pourquoi il en sait autant sur ce monde. Et Kang, dans ses pensées, se dit que c'est évident car il a vécu 20 ans dans ce monde. Cette dungeon est exactement comme la planète Alph, où il a vécu 20 ans, la Malditia. Et Kang arrive à la station où Michel et Hao se trouvent. Hao demande à Michel pourquoi il place tant d'espoir en Kang, car Kang ne semble avoir aucun intérêt pour la guilde. Et Bokinia Santa dit que ces 5 dernières années, il ne s'est jamais trompé, il ne se trompe jamais lorsqu'il reconnaît un talent. Et Hao répond. Hao, très souriant, dit qu'il connaît plusieurs histoires sur lui, car il a découvert de nombreux talents pour la guilde. Et le fameux Parkoon, qui est de rang A, c'est lui qui l'a trouvé aussi. Alors, Bokinia Santa dit que lorsqu'il a vu Kang, il était sûr qu'il serait le meilleur de la guilde. Encore plus fort que le rang A que la guilde possède. Donc, Bokinia Santa dit que même si le prota ne rejoint pas la guilde, il est important qu'il revienne vivant, car il sera un homme très fort dans le futur, et il sait que le monde et la Corée auront besoin de lui. Hao est très enthousiaste et propose à Michel qu'ils vivent ensemble, et Bokinia Santa dit qu'il sera très difficile pour eux de revenir vivants. Et Hao change immédiatement d'expression et demande pourquoi, et le Bokinia Santa explique que celui qui défend cette pierre de retour est un être très fort, très puissant. Et Hao réfléchit que c'est pour cela qu'il a suggéré que les deux habitent ensemble pour qu'ils reviennent en sécurité. Et c'est seulement maintenant que Hao se rend compte que Michel est le Bokinia Santa. Après cela, nous voyons le prota et le Sun. Sun marche en direction de la pierre de retour. Il est surpris qu'il n'y ait personne près de la pierre de retour et qu'elle soit juste là, devant lui. Ayant déjà été sauvé plusieurs fois par le prota, Sun avance tranquillement vers la pierre de retour. Mais Cain le tire immédiatement en arrière avant qu'il ne tombe dans un piège. Le sol sur lequel il marchait était celui sur lequel il était assis. Soudain, il s'effondre et une trappe mortelle apparaît. Heureusement pour Sun que le prota ne lui demande pas de compte pour toutes les fois où il lui a sauvé la vie, car c'est maintenant la 5e fois. Sun reste détendu et fixe le prota. Il le remercie de lui avoir sauvé la vie. Kang ne regarde même pas Sunga et continue de regarder fixement en direction du cristal pendant que l'insouciant Sunga s'évanouit. Sunga demande pourquoi il regarde dans cette direction. Sunga prend une sacrée peur en voyant ce qui se trouve là-bas. Il déglutit et demande au prota qui sont ces gars-là, des Quelle orques. exorbite les attendait tous les deux.
Le Le leur. prota dit que c'est inattendu. Il se demande si ce ne sont pas des orques d'Alvim. Le niveau des orques, ce n'est pas une plaisanterie. Dans la société d'Alvim, ce n'est pas. Il y avait de nombreuses races. Humains, elfes, nains, hommes-bêtes et d'autres types, comme par exemple les orques. Mais ce qui intrigue le plus le prota, c'est ce que font les orques d'Alvim en Amazonie. Alors, comme le prota sait parler leur langue, il leur demande ce qu'ils font là. Tout le monde est surpris. Pix Sunga Contact. est surpris et les orques Et aussi. le Focacyclo. Demande, comment cet humain connaît-il notre langue? Alors, le chef Reis demande qui il est et comment C'est cet sa humain langue. de la Il m'a terre, dit que ce n'est pas important. Le plus qu'est-ce important. qu'ils font là? Et le chef des orques a dit qu'ils ont perdu leur maison. Sans je demande au leader. Si Trident a conquis leur terre, et le chef des orques dit que c'est effectivement ce qui s'est passé. Le chef des orques informe que, après qu'une partie de l'équilibre des pouvoirs ait disparu, Trident est devenu le maître de tout sur cette planète. Disparu, c'est Prota, parce que son pays était le Puissant. plus L'orque a dit qu'ils sont là dans à le cause coin. du contact qu'ils ont Le établi. Kang pose une question sur le contrat, le vantant sa hache de guerre. L'orque dit que dans ce Tu contrat, vas au maître artisan de la la terre. nouvelle patrie des orques, ça ressemble à une scène de film que j'ai déjà vue. Alors le chef des orques dit qu'ils feront de la terre leur nouvelle patrie. Kang, souriant, dit que la terre n'a jamais appartenu à Tarint, donc leur contrat est inutile. Le prota, menaçant les orques, demande comment ils osent envahir la terre, disant qu'ils mourront à cause de cela. Ainsi, le grand orque donne l'ordre à tous ses guerriers orques d'exterminer les deux, et immédiatement, tous les orques sautent sur eux. Le prota se défend avec beaucoup de vigueur. Sunga, à ce moment-là, a sûrement déjà fait honneur à son surnom et a perdu un bon kilo. La scène change pour la station numéro 11, où Hao et Boca-Santa sont en train de discuter. Hao dit que la situation semble mauvaise, car 6 heures et 20 minutes se sont déjà écoulées. Boca-Santa dit qu'un jour entier s'est pratiquement passé à l'intérieur du donjon. Tout à coup, la barrière protectrice change de couleur, ce qui signifie qu'ils ont nettoyé un donjon 4 étoiles. Et mieux encore, l'orque est mort. O reste bouche bée en voyant le compte à rebours disparaître, car vraiment, ils ont réussi à nettoyer ce donjon. Boca-Santa espère qu'ils sortiront d'ici en un seul morceau. En regardant au fond du donjon, personne n'apparaît. Ils attendent un moment et rien. Et le temps passe. Ce donjon était trop dur pour les deux. C'est ça pour les deux. Bokina Santa a dit que allons-y, je pense qu'ils sont morts. Mais soudain, il entend une voix. Sunga se plaignait. Il disait qu'il devrait utiliser un chariot pour transporter toutes les choses qui Protosos Apportant Peau et Slip. Ils avaient pris toutes les armes de Ça Zor. alors. Quelle bouche bénie de la... Félicitations à eux pour avoir une donjon à 4 étoiles. Kang demande Le chasseur pourquoi. est tellement Bon, heureux Kang qu'ils n'ont affirme. pas eu besoin d'un kit à ce sujet. Cependant, la chasse s'est très bien passée. Kang a regardé le prix des choses qu'ils ont ramenées. Il voit que le cuir de crocodile est très cher. Kang dit alors à Sunga que la prochaine fois qu'ils reviendront, il devra enlever la peau de tous les crocodiles. Sunga se dit qu'il passe son temps à extraire des pierres de sang. Mais maintenant, son chef veut aussi qu'il se mette à enlever la peau de crocodile. Ainsi, le rêve de Sunga de devenir le mage des flammes s'éloigne de plus en plus. Le prota aperçoit quelqu'un qu'il connaît passer. Et Sunga demande quel est le problème. Le prota dit que Jaiminho est là, tout près. Et il lui dit de se retourner parce qu'il veut parler à Jaiminho. Et Jaiminho se promène avec une belle fille. Le prota Un humain appelle étrange. Jaiminho. et il regarde déjà avec Et il méfiance. voit que c'est son frère aîné qui est dans la voiture importée. La sœur de Jaiminho regarde qui est dans la voiture et ne dit La rien. prochaine est la question. Jaiminho est en compte avec sa petite amie. Jaiminho dit, Yaka, bien sûr que non. C'est ma sœur. Dis-nous. il présente Hugo. sa sœur aînée au prota et dit que c'est de lui qu'il a parlé auparavant. Qui est ça, Tout à la coup, voix la quantique sœur de Jaiminho regarde bien le gars et dit « Tiens, c'est toi Kang ». Et Kang est surpris. « Où c'est toi, la sœur de Jaiminho ?» Puis lui aussi. La scène change pour le siège de la Guilde Hummer, où Gohan Bokina Santa suggère à son chef de donner le poste de vice-président au prota. Le président de la guilde demande si cela en vaut vraiment la peine. Le téléphone sonne et la secrétaire informe que les veillées classées de la guilde Rami viennent d'arriver. Park Jin-woo est surpris par la présence de Bokina Santa. Bokina Santa sait qu'il est un simple employé, alors il décide de sortir et de laisser les deux discuter. Jin-woo demandez au chef de la guilde ce qui ne va pas avec Bokina Santa. Le chef de la guilde dit qu'il n'en a aucune idée, mais il semble qu'il ait trouvé un nécromancien et qu'il lui demande de lui donner le poste de vice-président. Park Jin-woo croit aux décisions de Bokina Santa, donc ils doivent le faire de tout pour amener le nécromancien dans leur guilde. Le président de la guilde dit que ce n'est pas si simple car dernièrement les personnes qu'il a recrutées sont mauvaises. Le président de la guilde dit que la rencontre avec Park Jin-woo par Bokina Santa était une question de chance et Park Jin-woo dit Un de ne bisou pas et à être la si prochaine. dur avec Bokina Santa. Après cela, le chef de la guilde change de sujet et demande à Park Jin-woo comment les choses se passent. aux États-Unis. Park Jin-woo dit que les rumeurs sont vraies et qu'il y a vraiment quelqu'un de nouveau dans la guilde puisque les rumeurs sont véridiques. Alors certainement quelqu'un qui est sorti de mon repère. Memeur, tu es dans la guilde de Titans maintenant. Il y a une femme sous surveillance Et dans deux le personnes commencent en demandant d'elle, en demandant comment elle va. La femme dit au blond que rien n'a changé. Elle continue à parler une langue étrange qu'ils ne connaissent Elle pas. continue. Elle répète sans cesse des mots inconnus, toujours le même mot. Il semble qu'elle ait subi un traumatisme. Le blond dit qu'en tout cas, elle est une pièce essentielle pour qu'ils comprennent ce que sont les donjons.
Alors, il dit à son assistante de la soigner de n'importe quelle manière, car ils doivent découvrir ce qu'elle sait. Cela fait déjà 5 ans que les donjons ont disparu. Et le monde entier ne sait encore rien à leur sujet. Le blond est le leader de la guilde Titan, éveillé de rang A, il s'appelle Diogo. Mais nous l'appellerons Dino, l'elfe qui parle une langue que personne ne connaît et répète tout le temps. En regardant vers l'horizon, nous avons vu que la traduction de ce qu'elle dit est le nom de Kang Hu-jin, qui est son propre nom. Ceux qui ont aimé et veulent une partie 3, il suffit de demander la partie 3 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like s'il vous plaît.